Allô? Ouais, allô? DLC, livres et films, voici les 3 sujets que l'on va aborder dans cette vidéo qui fait suite à mon énorme vidéo de l'année dernière, et sa suite passée inaperçue mais qui la complète en partie. Entrons dans notre souterrain secret pour parler de ces mystères. Oui, moi aussi j'ai vu le film FNAF à sa sortie, et j'en parlerai probablement dans un hors-sujet plus en détail. Mais ouais, c'était une chouette expérience. Alors, le film a pas mal de problèmes visibles, autant sur la réalisation, la construction du scénario, ou même le scénario en lui-même, mais quel plaisir de voir ces animatroniques en taille réelle, et surtout d'avoir enfin sur grand écran cette série qui a démarré sur nos vieux PC de l'époque. Mais la critique c'est pour une autre vidéo, ce qui va nous intéresser ici c'est son inclusion à l'univers. Même si l'on reprend la base de la structure narrative du premier FNAF, ça n'est clairement pas canon. La manière dont le film se termine, les liens entre les personnages indiquent clairement que le film ne va pas raconter de manière claire ce qui s'est passé en 1993. D'ailleurs, on sait même pas si ça se passe vraiment en 1993, mais c'est plutôt une réinterprétation de l'histoire pour un univers cinématographique avec ses codes propres. Mais c'était une proposition intéressante, et il suffit d'attendre de voir germer la graine qu'a planté Scott Cawthon et Blumhouse pour sûrement un univers étendu d'ici quelques années. Et il commence à prendre note pour proposer encore mieux la prochaine fois. Je vous le dis clairement, les livres vont constituer la majeure partie de la vidéo. Il y en a beaucoup. 3 romans, un lot de 19 nouvelles en 2 séries, et 4 guides si on prend leur version la plus évoluée, soit un total de 26 bouquins à traiter. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être le plus précis et concis possible, même si j'essaye de résumer un minimum chaque livre ou histoire pour que chacun puisse juger sa pertinence. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient me dire que ça n'a aucun intérêt de traiter ce sujet, que les livres ne sont de toute façon pas canon, alors oui, à l'époque, Scott Cawthon a dit que malgré des références similaires, le lore des livres était dans une continuité séparée, et il a aussi dit que le lore des jeux était fini. Et pourtant ça n'a pas empêché par la suite d'avoir 5 nouveaux FNAF, mais passons. Et surtout, si on devait rapidement parler de la trilogie de romans... Et bien c'est là on a eu pour la première fois la révélation du nom de celui qu'on appelait jusqu'alors Purple Guy, William Afton. Et vous ne croyez pas? Il est sorti en décembre 2015, et 10 mois après Sister Location est sorti, avec cette cinématique. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state of the art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Bah alors Scott, le livre n'est pas censé résoudre quoi que ce soit, ce n'est pas censé être un guide ou remplir les trous de la timeline. On est également revenu sur ça, surtout qu'après ça on a découvert que oui, c'était bien Springtrap avec la dernière cinématique de la Custom Night, que les robots sont labellisés Afton Robotics, donc ouais, ce qui devait être totalement séparé malgré des références similaires, a finalement été transposé en un livre, qui a bien sa propre continuité évidemment, mais qui remplit certains trous de l'histoire principale. Et c'est donc ici que j'avais pioché mes informations sur le Remnant dans ma vidéo précédente, en n'ayant que la moitié des informations. Et si c'est pas canon ça aussi selon vous, ça l'est bien depuis FFPS. Alors ici on a les animatroniques qui se battent pour William, dans une histoire qui est bien évidemment bien plus complexe, totalement séparée de ce qu'on connaît déjà. Mais au vu de ce que sont devenus toutes les animatroniques, je pense que la piste du Remnant et la fusion des animatroniques classiques dans les Funtime est quelque chose à ne pas négliger. Surtout vu le scooper qui sert à récolter et stocker en partie le Remnant, et aussi Molten Freddy qui est confirmé comme étant un mix de Funtime Freddy, Funtime Foxy et Ballora, et surtout mot pour mot dans son blueprint, avec la majorité du Remnant dans sa structure, cet amalgame des créations d'Afton est un élément nécessaire du paragraphe 4. Même si ce blueprint là n'est
que dans les fichiers du jeu, je pense qu'il nous donne bien trop d'informations sur l'histoire, et vu que FNAF est censé être construit à 100% de l'interprétation des joueurs, avec les blueprints centrés sur le Remnant, les FT, ça nous aurait donné bien trop d'informations, donc j'imagine qu'il reste canon et prouve la théorie, et Force Closet qui est sorti après référence doucement ça. Et même si on parle de Cassetteman qui joue l'audio HRY223, ça se rapproche d'Henry Emily, cofondateur avec William Afton de la franchise, et sa fille ayant été le premier meurtre d'Afton, avec une connexion à la Puppet, ce qui prouve bien que les livres sont connectés, sans pour autant s'intégrer à 100% dans l'histoire. Maintenant que cette introduction beaucoup trop longue au livre FNAF est finie, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va parler des Fazbear Frights, un très gros morceau qui, vous verrez, trouve sa pertinence malgré qu'elle tire en longueur une explication simpliste d'un élément qu'on vient juste de citer. La collection Fazbear Frights est constituée de 12 bouquins avec 3 nouvelles dans chacun. Si on fait le calcul, on arrive à 36 histoires sans compter les épilogues. Je vais faire de mon mieux pour vous résumer très rapidement les histoires sans pour autant en skip certaines. J'interviendrai quand il le faudra pour donner des précisions, sinon je trace. Je vais même résumer un minimum les nouvelles qui ont peu de connexion au reste, histoire qu'on ait vraiment tout vu. Oswald est un jeune garçon de 10 ans qui s'apprête à vivre un été carrément ennuyeux. Mais son père lui propose un parcours qu'il pourra faire tous les jours. Aller à la bibliothèque, puis se rendre dans le Jeff's Pizza manger un bout avant de finir la journée. Mais un soir, alors qu'il commence à s'ennuyer de sa routine, il décide de se cacher dans le Jeff's Pizza pour un peu d'animation et se rend dans les espaces inutilisés pour y trouver une piscine à balles. Mais en sortant de sa cachette, il se retrouve dans un restaurant rempli d'enfants, de jeux d'arcade et de joie. Mais surtout, il y avait 3 mascottes robotiques. Il était retourné à l'époque où le Jeff's Pizza était le Freddy Fazbear Pizza. Après s'être bien amusé et être revenu entre temps chez lui, il retourne au FFP en 1985 pour y voir la panique. 6 enfants étaient tués par un homme dans un costume jaune. Il émerge à son époque et son père se fait attraper par le lapin et carrément remplacé, tout le monde voyant le lapin comme son père. Il se bat avec le lapin jaune après avoir trouvé son père pâle mais toujours vivant dans le Jeff's Pizza et parvient à le vaincre. Le costume se retrouve vide et son père se relève sans aucun souvenir de ce qu'il vient de se passer. Voici comment je vais résumer la majorité des histoires, et celle-ci était carrément pertinente puisqu'on a de plus amples informations sur la présumée date des premiers meurtres de William Afton. Enfin, à peu de choses près, puisque oui, là on a 6 enfants morts au lieu de 5, un lapin jaune bizarre qui voyage dans le temps et qui sera révélé comme étant une animatronique tout autre, mais ça nous donne le ton de la série, avec des références aux événements importants du premier univers, avec souvent peu voire aucune précision supplémentaire. Mais ça c'est à nous d'en décider. Sarah est une jeune fille qui se trouve repoussante et fait tout pour devenir belle. Un jour, elle trouve ce qui ressemble à un bras dans l'arrière d'une voiture et s'aperçoit qu'il y a une animatronique. Elle la ramène chez elle et la rallume. L'animatronique s'appelle Eleanor et la remercie de l'avoir réactivée en lui offrant un pendentif en forme de cœur. Il lui promet de réaliser tous ses souhaits. Le jour suivant, Sarah se réveille avec de tout nouveaux bras et elle reçut des compliments toute la journée, surtout des filles populaires. Elle est heureuse, mais un jour, en trébuchant, son pendentif tombe et tout le monde panique autour. Elle s'aperçoit que tout son corps n'est plus humain du tout. Elle court chez elle, ne voit Eleanor nulle part et trouve dans sa cave des parties de corps humain à la poubelle, ses propres membres. Eleanor se montre enfin avec elle-même un pendentif, se transformant en Sarah et s'enfuyant. Elle comprend qu'elle a réalisé la chirurgie pendant son sommeil et trouve que finalement son corps était pas si mal, et meurt lentement, seule. Dans un premier temps, ça va être très difficile de conclure là-dessus, mais retenez bien le nom d'Eleanor, elle va être très importante dans la suite de l'histoire. Millie est une jeune adolescente rebelle de 14 ans. Elle se retrouve à vivre chez son grand-père alors que son père est parti sur un autre continent pour un nouveau job. Seulement après quelques péripéties d'ado, la veille de Noël, elle décide de s'éloigner de sa famille et se rend dans le vieil atelier de son grand-père. Dans celui-ci se trouvent pas mal de robots, et pour ne pas qu'on la trouve, elle décide de se cacher dans l'un d'entre eux. Seulement, c'était Funtime Freddy, et il s'avère qu'il lui restait de la batterie et il se met à lui parler, alors qu'elle est bloquée de l'intérieur. Il lui offre plusieurs choix de mort, pour répondre à son vœu très cher d'avoir un rendez-vous avec elle. Seulement, elle se rend compte, peut-être un peu trop tard, que vivre lui convient bien. Elle choisit la décapitation, étant sûre qu'elle pourra s'en échapper. Seulement, on ne connaît pas la fin. Son grand-père se demande où elle est, laissant ses cadeaux empilés, pour quand elle reviendra.
Greg et ses amis se rendent dans une vieille pizzeria abandonnée. Dans la ville où il habite et y trouve un petit chien animatronique nommé Fetch, censé pouvoir se connecter au smartphone. Il essaye mais ça ne semble pas marcher sur le moment. Seulement il va s'apercevoir d'événements étranges autour de lui et va recevoir de plus en plus de messages de Fetch qui semblent l'aider sans distinguer ce qui est bien ou mal. Cela va jusqu'à blesser des personnes, le chien robotique semblant ne pas avoir de limite. Il essaye notamment de prévenir son ami Kimberly qui est malheureusement tué. Greg retrouvant son corps chez lui avec le message « À plus tard ». Alors que Alec est au Freddy Fazbear Pizza pour l'anniversaire de sa sœur Hazel, il trouve une peluche de Freddy. La peluche lui pose des questions de plus en plus étranges et il se sent de plus en plus mal. En essayant ensuite de rejoindre sa famille, il se rend compte que tout devient énorme. Son âme est désormais enfermée dans la peluche et autre chose a pris possession de son corps. Il se retrouve enfermé dans un bac avec des dizaines d'autres peluches, avec toutes des âmes piégées à jamais. Oscar est un enfant qui souhaite réellement obtenir le Plush Trap Chaser, un nouveau jouet de la Fazbear Entertainment. En volant ce qui semble être le dernier jouet au magasin du coin, il se rend compte avec ses amis que malgré son fonctionnement normal, cette peluche est bien plus effrayante qu'un jouet normal. Ils vont donc se faire poursuivre dans le noir avant de le piéger sur les rails et découvrir dans ses restes qu'il possède une mâchoire et des yeux qui semblent humains. Une sorte d'origin story à Plush Trap, avec un dénouement plutôt positif pour une fois, et montrant que Fazbear Entertainment a plus ou moins toujours été une compagnie au même niveau que Disney, avec plein de produits dérivés vendus partout. Delilah est une femme à la vie complexe. Récemment divorcée, elle vit seule désormais, et achète une poupée du nom d'Ella, qui ressemble à l'enfant qu'elle a toujours voulu. Seulement, après l'avoir jetée puisque sa fonction principale de réveil ne marchait pas, à 1h35 du matin, elle entendait des chuchotements et se sentait observée. La poupée n'était plus dans les poubelles de l'immeuble, mais chaque nuit le phénomène se répétait. Elle a préféré un jour passer aux heures de nuit à son job, mais c'était pire, elle voyait la poupée la suivre. Elle s'enfuit loin, très loin jusqu'à se retrouver coincée dans le conduit de ventilation d'une vieille usine abandonnée, là où elle est sûre qu'Ella ne pourra pas la trouver. Stanley garde de nuit dans un complexe souterrain. Une nuit, il trouve une mini-Rina sur son bureau. Même s'il ne sait pas comment elle est rentrée, il décide de faire une sieste et voit qu'elle a disparu après. Seulement, il sentait dans son corps un peu d'inconfort. Les nuits passaient et c'était toujours le même schéma et il se sentait de plus en plus mal. Mais alors qu'il se réveille en pleine sieste à son travail, il surprend la mini-Rina en train de se faufiler dans sa bouche. Il s'enfuit tandis que la mini-Rina lui demande « N'y a-t-il pas de la place juste pour une de plus ?» Et les mini-Rina dans son corps s'agitent tout en même temps, immobilisant et hurlant de terreur tandis que la dernière mini-Rina s'introduit dans sa bouche. Kelsey est nouveau en ville et devient rapidement pote avec plusieurs personnes, dont Devon qui devient rapidement jaloux de lui. Décidé de se venger, il l'emmène au vieux Freddy Fazbear Pizza et lui lance le défi de s'introduire dans le vieux costume de Golden Freddy. Seulement les Springlocks lâchent et Kelsey est laissé pour mort. Devon culpabilise et retourne à la pizzeria pour y trouver un corps non identifié dans le costume, mais les Springlocks lâchent et l'écrasent. Kelsey est nouveau en ville, devient rapidement pote avec plusieurs personnes et demande s'il n'y a pas des endroits cool à visiter. Une histoire encore une fois extrêmement énigmatique, aucune réponse ou aucune explication, juste du Golden Freddy et un enfant qui semble en savoir plus que Devon ou Mick. Enfin bref, j'imagine qu'on a des réponses sur le fait que plusieurs âmes possèdent le costume de Golden Freddy, dont certaines plus virulentes que d'autres, et qui attirent d'autres enfants dans un piège, mais rien de fou. Pete est un ado obligé de veiller sur son petit frère. Tandis qu'il essaye de faire peur à celui-ci avec Foxy, l'animatronique reste bloqué sur la phrase « Tu peux être un pirate, mais d'abord tu dois perdre ton œil et ton bras » de sa chanson. Depuis, chaque jour des objets tranchants tentaient de crever l'œil ou couper le bras de Pete, jusqu'à qu'il se fasse renverser par une voiture, qu'il meure et qu'il fasse don de son œil et de son bras. Casey fait partie d'un groupe de voleurs racketteurs et rackette le sac à main d'une dame, mais aussi le sac de goodies de sa fille, puisqu'ils étaient près d'un Circus Baby Pizza World. À l'intérieur, elle y trouve une paire de lunettes en carton qui, une fois portée, lui montre une Ballora dansante, plus vraie que nature. Et à chaque fois qu'elle les remettait, Ballora semblait se rapprocher. Plus elle volait, plus elle se rapprochait.
Elle jura de ne plus voler et rappela même la femme à qui elle avait volé son sac. Elle lui promet de la rembourser en s'excusant et donne même les lunettes à la petite fille qui se met à danser avec Ballora. Il y a un an, une jeune fille du nom de Suzy a été attirée et tuée dans le Freddy Fazbear Pizza par un tueur en série. Sa mort tragique a détruit sa famille, et alors que son esprit reste au sein des murs de sa maison le jour, chaque nuit à minuit, Chica vient lui voler un bout de son âme, et elle sait que son temps est compté. Elle parvient à communiquer avec sa sœur Samantha à partir de dessins, et elle parvient à la libérer en retrouvant un jouet qui les liait. Et elle part en tenant la main de Chica. Ah, enfin du concret, on nous parle de Suzy, un nom que l'on retrouve dans les jeux pour la fille qui hante Chica, parlant du Missing Children Incident. Elle semble partagée entre deux personnalités, sa propre personnalité auprès de sa famille et sa souffrance personnifiée par Chica. L'on imagine donc que chaque animatronique est en fait bel et bien hanté par la souffrance des enfants plus que les enfants eux-mêmes, contrairement au film expliquant leur animosité, sans mauvais jeu de mots. Bob se rend à un camping avec sa famille. Il s'inscrit au programme Bunny Call qui lui permet de réveiller tout le monde à 5 h du matin grâce à la mascotte Ralpho pour faire toutes les activités de la journée, mais par pure vengeance. Seulement il se rend compte de son erreur et tente d'annuler en prévenant la mascotte, qui est déçue. Mais elle revient et il doit à présent se battre avec elle de 5 à 6 h du matin, allant jusqu'au sang. Sa famille hors de danger, il apprend ensuite du directeur du camping que l'employé censé faire sa tournée en Ralpho n'a pas pu faire son travail. Matt est un développeur de jeux indépendant, travaillant sur Springtrap's Revenge, un jeu en VR. Seulement, après un contact avec l'IA du jeu et un étrange sentiment de picotement, il devient de plus en plus agressif à mesure que son ventre gonfle. Avec un couteau, il s'éventre pour y trouver un mini Springtrap, l'appelant Papa, avant qu'il ne meure. Le père Arthur Blythe a été appelé dans un hôpital pour le patient de la chambre 1280. Un grand brûlé étonnamment toujours vivant qui demande à vivre ses derniers instants au Fazbear Entertainment Distribution Center. Malgré les infirmières qui essayent de l'assassiner, il se fait protéger par l'esprit d'un petit garçon. Une fois la permission de sortie acquise, l'homme meurt en implosant et projetant un sang noir et des petites empreintes imprimées dans celle-ci. Noel et Sam sont deux étudiants en cinéma qui préparent un court-métrage d'horreur autour du Blackbird, un grand oiseau noir qui force à avouer les péchés de chacun. Mais celui-ci surpasse la fiction et devient réel, harcelant Noel pour avoir bullié une fille à l'époque. Il va être de plus en plus suivi et se sent de plus en plus mal, jusqu'à se faire pardonner par cette dite fille et que tout rentre dans l'ordre. Alors j'avais pas capté le caractère problématique de cette histoire au début, mais c'est compliqué de vendre une histoire avec une victime de harcèlement qui pardonne à son ex-harceleur, mais ça encore c'est ok, et qui va même se vanter que toute cette histoire l'a rendue plus forte. Alors ça marche pas comme ça dans la vraie vie, ça peut soit passer avec le temps, la distance, soit ça se finit mais mal, soit pour le harceleur ou malheureusement pour le harcelé. Jake est un garçon de 9 ans atteint d'une forme de tumeur au cerveau. Sa seule famille est son père, militaire qui a inventé Simon, un ami imaginaire caché dans son placard avec qui il peut discuter. Mais Evan, son père, meurt. La babysitter dont il était amoureux hérite de toutes ses économies et de la garde de Jake, qui malheureusement meurt lui aussi. Mais la porte du placard où se trouvait la poupée était grande ouverte. Bon, la nouvelle est connue pour le nom Evan, qui pourrait être le nom du Crying Child, mais c'est qu'une extrapolation majeure de la communauté, juste basée sur le frère du père, qui se nomme Michael. Quelques petits détails font penser au Michael Afton que l'on connaît, mais c'est vraiment trop minime pour pouvoir nommer un personnage comme ça, surtout un personnage considéré aussi peu important aujourd'hui, sachant qu'il est la théorie la plus adoptée et que Michael a vécu les nuits de FNAF 4, on en reparlera après, donc ça sert à rien de donner un nom à un personnage qui au final a si peu d'importance, surtout avec des indices superficiels. Toby travaille au Freddy Fazbear Pizza local. Son frère Connor vient souvent traîner ici pour battre tous les records sur les bornes d'arcade. Il essaye la borne du jeu de cache-cache, mais Shadow Bonnie était introuvable. Il décide par colère de casser la borne, laissant s'échapper la créature qui y résidait. Le lendemain, l'ombre de Toby avait changé et disposait désormais de longues oreilles et de grandes dents,
comme Shadow Bonnie, et sa puissance grandissait de plus en plus, mais à deux doigts d'être tué par celle-ci, il accepte son destin et s'aperçoit que l'ombre est nourrie par cette haine envers son frère. La borne d'arcade a été réparée, son vieux score est toujours là, et il s'y remet une dernière fois pour se libérer de sa malédiction. Robert est un père veuf. Un jour, il achète un jouet signé Fazbear Entertainment, un Freddy qui peut surveiller son enfant. Mais un jour, alors que son fils jouait dans le jardin, il reçut le message « Parti » et crut voir un kidnapping avec un van blanc. Il se mit en colère et décide de torturer le jouet, et en le jetant au Jumper's Cliff, réputé pour le suicide de nombreuses personnes, il entend des cris humains en contrebas. Il y retrouve son fils, qui s'était perdu dans la nature, après avoir suivi un mignon petit chien. Mais par contre, la peluche qui devait se retrouver au sol a disparu. Reed est un jeune homme en première année de robotique. Il travaille sur un projet impliquant des exosquelettes. Mais il se fait harceler depuis quelques années par Julius, qui travaille sur un exosquelette à grande échelle. Mais celui-ci croit que son robot dysfonctionne à cause des ondes de la télécommande du projet d'un autre camarade. Reed confronte Julius qui se retrouve paralysé dans son exosquelette et il décide de le laisser la nuit pour qu'il apprenne sa leçon. Et en se rendant chez ses amis, qui testent un petit animatronique qui se tord dans tous les sens grâce à la fameuse télécommande, Reed culpabilise à propos de Julius. Mais au moment où il se retrouve seul, il l'aperçoit, blessé et décomposé dans l'exosquelette. Reed tente de s'enfuir mais Julius l'immobilise. D'un autre côté, les jeunes enfants prennent de nouveau la télécommande et jouent avec le petit robot qui réalise des mouvements impossibles, dans tous les sens. Chris souhaite intégrer le club de sciences de son école. Le Dr Little, qui encadre l'activité, propose une fois par an une Life Changing Experience. Celle-ci implique de la face-goût, un produit de la Fazbear Entertainment, et un bout de leurs dents. Tout le monde débute, s'arrache un bout de dent, la mettent dans la gelée et y placent leurs doigts. Toutes les expériences étaient rapides, et chaque élève allait montrer leur gelée en disant au prof « Il ou elle m'a tout raconté » avant de partir. Mais Chris avait placé une dent de lait, ne souhaitant pas modifier sa dentition, et tout était plus lent, jusqu'à ce qu'il soit le dernier à réaliser l'expérience. Mais après une sieste, il remarque qu'il était connecté à la gelée. Celle-ci lui volait ses forces, jusqu'à ce que la créature devienne lui, tandis qu'il devenait le slime. Réalisant qu'il allait le remplacer, il demande au slime d'être bon et de ne blesser personne. Chris fond et le slime se dirige vers Dr Little, lui disant « Il m'a tout raconté » Angel est une jeune femme de 18 ans. Elle est au Freddy Fazbear Pizza pour l'anniversaire de sa demi-sœur. Là-bas, elle y mange un gâteau d'anniversaire constitué de gelée, qui semblait bizarre à taille humaine. Sa petite sœur était pourri gâtée, bien que gentille avec elle, et Angel était en colère que son beau-père ne lui donne pas cette chance. Elle décide de manger le nez du gâteau que sa sœur avait gardé, par vengeance. Mais elle commençait à se sentir mal, des taches rouges commençaient à se répandre sur tout son corps. Elle va donc trouver Dominique, l'employé qui l'avait abordé au Freddy Fazbear Pizza, pour trouver une solution. Mais il l'enferme dans une sorte de boîte, s'excusant, tandis qu'elle se transformait. À l'extérieur, elle entend « À vos marques, prêts, partez !» Une fille s'avance, c'est son anniversaire. On est au Freddy Fazbear Pizza, et après avoir mangé un orteil de la gelée, tous les enfants se ruent et mangent ce gâteau d'anniversaire, sans pareil. Sergio travaille dans le meilleur cabinet d'architecte de sa ville. Mais il n'est pas très heureux, sa vie commençant à devenir de moins en moins fun au fur et à mesure qu'il avance. Mais sa vie s'égaye au moment où il trouve une figurine avec marqué « Je suis un garçon chanceux ». La figurine rajoute que c'est « Le jour le plus chanceux de Sergio ». Et pour prouver ça, il achète un ticket de loterie. Et effectivement, il gagne, et toute sa vie devient plus intéressante, ayant de plus en plus de chance. Mais ça commence à devenir malsain. Il perd son boulot et sa copine à cause de cette figurine. Et un jour, il souhaite plaire à la fille qu'il a toujours aimée, en la retrouvant à une fête des anciens de l'université. Il demande des conseils à Lucky Boy avant d'y aller. Mais pensant réaliser une entrée grandiose, il entre dans la pièce et tout le monde est horrifié, par vomir ou fuir. C'était devenu un monstre. Du sang, touffes de cheveux et même de la peau tombée à intervalles réguliers. Il s'était auto-mutilé. Sergio pose sa figurine et s'agace que son entrée ait été gâchée, bien qu'il n'ait pas vu que ces éléments provenaient de lui. Et il part donc chercher sa copine. Hudson est un gardien de nuit de 23 ans, travaillant pour l'attraction Fazbear Fright.
Un jour, un truc énorme a été trouvé dans un ancien restaurant Freddy Fazbear Pizza, un costume jaune, ayant plutôt bien vieilli. Il a été accroché au mur. Hudson part le voir et touche ce qui semble être un truc mou et commence à avoir des hallucinations à partir de là. L'animatronique nommé Springtrap le poursuivant, et après plusieurs minutes, il se retrouve bloqué dans un vieux four qui fonctionnait encore et se retrouve brûlé vif. Jack est le propriétaire d'un fast-food avec comme mascotte des animatroniques. Son entreprise va mal, mais un employé, Porter, a peut-être trouvé la solution pour produire pour pas cher des animatroniques avec une simple machine pour remplacer les vieilles animatroniques qui se cassent toujours. Seulement la machine ne marche pas et Jack vire tous ses employés de colère. Mais il entend des bruits provenant de celle-ci et fait l'erreur d'y entrer. Il y rencontre une créature faite de face-goût et s'approche au plus près de la mort, mais survit et relativise. À présent, il veut se faire pardonner par tous ceux à qui il a fait du mal durant toute sa vie. Porter, souhaitant travailler sur une nouvelle version de sa machine, trouve de la face-goût dans le fameux tiroir qu'il jette. Colton est un jeune étudiant qui travaille dur pour obtenir le maximum de tickets au jeu Ticket Pulverizer au Freddy Fazbear Pizza pour s'offrir une console portable. Mais il croit que la machine est truquée et qu'elle donne plus de tickets aux enfants. Il décide de s'introduire de nuit dans le Freddy Fazbear Pizza pour truquer la machine afin de gagner plus rapidement ses tickets. Mais ça n'a pas marché. Il devient obsédé par cette machine et se réintroduit dans le Freddy Fazbear Pizza. Mais il est suivi par Coils, une animatronique de clown qui supervise l'attraction et qui l'empêche de s'introduire sous la machine. Et il décide de fermer le rabat pour éviter qu'il l'embête. Mais il se retrouve bloqué à l'intérieur. Les enfants arrivent et utilisent la machine qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Ils se plaignent à un employé qui essaye la machine et effectivement, ça bloque un peu, en plus d'entendre un bruit spongieux. Coils est triste car il sait, et un employé place le panneau « Out of Order » sur la machine. Peyton et Marley sont meilleurs amis. Avec leur école, elles se rendent au Freddy Fazbear Pizza Kid Factory. Elle s'écarte du groupe et Marley tombe d'une plateforme et Peyton la croit morte et ne dira rien. Mais elle culpabilise après avoir mangé les pizzas reçues de l'usine et s'imagine que les restes de son ami se trouvent à l'intérieur. Chez elle, Peyton n'arrive pas à dormir et s'imagine que Marley est revenu rôder autour de chez elle pour se venger. Elle va donc se réfugier sur le toit de sa maison en attendant qu'elle parte. Mais Marley n'était pas morte, juste bloquée dans l'usine. Elle voulait prévenir son ami mais elle entend un grand bruit de l'autre côté de la maison. Elle contourne les murs et crie. Peyton s'était brisé la nuque en chutant. Edward et son ami Jack sont un peu les gamins du fond de la classe. Un jour, ils adoptent un chat abandonné qu'ils appellent Faraday et vivent un quotidien heureux entre amis. Seulement un jour, Faraday et Jack meurent dans un accident de la route. Ed voit une pub pour la Fazbear Entertainment pour le Friendly Face qui permet à partir de poils d'animaux morts de les ressusciter en une animatronique. Il va récupérer les poils de Faraday et l'envoie. La livraison prend plus de temps que prévu, mais l'animatronique arrive et il était horrible. Un corps de chat avec la tête pâle et triste de Jack. Ce n'étaient pas des poils de chat, mais des cheveux. Il tente de l'enterrer mais l'animatronique commence à le suivre et il panique de plus en plus, jusqu'à se faire lui-même renverser par un camion. Le Friendly Face, lui, patiente et attend que son ami se relève pour jouer avec lui. Mott et son frère Rory se rendent au Freddy Fazbear Pizza pour l'anniversaire d'un ami. Rory gagne un sachet de Sea Bonnies, des artémies, soit petits crustacés qui ont été génétiquement modifiés pour ressembler à Bonnie. Mais ceux-ci se comportent bizarrement et commencent à hanter Mott, qui décide de s'en débarrasser, aux toilettes. Mais juste après, il boit de l'eau du robinet et croit avaler quelque chose. Et effectivement, il avait avalé un Sea Bonnie, qui commence à se multiplier, à se répandre dans tout son corps et à prendre possession de lui. Il décide d'aller chez le médecin, mais lui tend de plus en plus, jusqu'à ce qu'il arrive à la porte de son médecin. Tout va bien, malgré son teint plus bleuté que d'habitude, et il disparaît. Jessica et Brittany sont deux meilleures amies, les pestes du lycée malheureusement. Elles sont en classe de robotique et cherchent à faire passer un message à Mindy et Cindy, deux filles qui les ignorent. Travaillant sur une animatronique du nom de Rosie Porkchop, elle décide de la bidouiller pour qu'elle attrape les deux et les place en son sein, pour une bonne frayeur. Mais seulement l'animatronique n'était pas au top de sa forme, il fonctionnait mal.
Rosie attrape Brittany et la place en son sein. En voulant la faire sortir, l'animatronique switch du mode Springlocks à animatronique et tue Brittany dans des cris de douleur horribles. Rosie attrape ensuite Jessica, qui elle aussi meurt, voyant les restes de son amie à l'intérieur, morte, bien qu'elle entende toujours sa voix. Et Jeremiah, Hope et Parker travaillent pour la Fazbear Entertainment et développent un jeu en VR. Jeremiah est amoureux de Hope, mais Parker attire trop son attention avec ses fameux pranks, ce qui le rend jaloux. Le lendemain, c'est son anniversaire et il trouve à son boulot un gâteau d'anniversaire, mais sans ses collègues, et une sorte de jeu de piste qu'il croit organisé par Parker. Mais au fur et à mesure, tout devient plus glauque, avec des bouts d'êtres humains placés dans des boîtes et une cassette vidéo. Apparemment, tout était prévu. Parker et Hope étant contents que tout se soit bien déroulé, bien qu'ils devront aller à l'hôpital ensuite. La table derrière lui contenait un gros ciseau et de nombreux couteaux. Puis Parker crie « Ok Parker, il est prêt, frappe à la porte !» Puis l'histoire se termine sur le placard, s'ouvrant tout doucement. Joel travaille à la jardinerie familiale où il est constamment réprimandé par son père. Alors qu'il devenait de plus en plus sarcastique avec lui, Joel se fait finalement virer. Conduisant violemment son pick-up, il se plante dans une statue avec marqué « Enfant en jeu ». Il lui a défoncé les jambes, toutes craquelées, et remarque un tas de gelée qu'on dirait organique, ce qui le dégoûte. Mais seulement un peu plus tard, il a renversé un gamin, et il commençait à voir un peu partout ce même mot. Kids at play. Mais une nuit, il se fait contrôler par une mystérieuse force qui l'emmène à l'endroit où se trouve le corps de l'enfant, et tombe dans une mer de souffrance. Un shérif retrouve enfin le corps de l'enfant avec à côté une statue de la Fazbear Entertainment avec marqué Kids at Play et une gelée organique qui le dégoûte. À l'époque, Aimee jouait avec son amie Mary Jo au Freddy Fazbear Pizza. Alors qu'elle commençait une partie de cache-cache dans un immense labyrinthe, elle remarqua un homme qui les observait. Elle prend peur et fuit. Mais Mary Jo n'est jamais sortie du labyrinthe. Et tout porte à croire que c'était cet homme qui l'a kidnappé et probablement tué. 10 ans après, il est libéré et explique la vérité. Il n'a rien fait à cet enfant et a été emprisonné alors qu'il manquait de preuves contre lui. Sa propre fille était dans le labyrinthe et il voulait la ramener. Mais elle ne le croit pas une seconde et se rend dans le restaurant qui a totalement changé depuis. Se rend dans le vieux labyrinthe et la partie entre elle et Mary Jo était toujours en cours selon l'ordinateur. En rentrant, la console donne l'info que le joueur 1 a trouvé sa cachette et que le joueur 2 doit la chercher. Et elle l'a trouvé, un corps desséché, laissé ici depuis plus de 10 ans. Aimee tente de partir, mais se retrouve bloqué à l'intérieur. Et ensuite on arrive au 12e tome, avec 3 histoires bonus qui devaient ne pas sortir à la base. On ne va pas en parler puisque ce sont que des bonus, je vous laisse donc vous renseigner vous-même à propos de ces histoires. Ainsi, on comprend la dynamique de ces nouvelles après exactement 33 histoires. Ce ne sont que des histoires parallèles qui se passent dans plusieurs multivers de la franchise de FNAF, avec au moins à chaque fois un élément lié de près ou de loin à la Fazbear Entertainment. Un restaurant, un simple jouet, une publicité, etc. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites « Mais à quoi ça sert une demi-heure de vidéo si c'est pour me sortir ça ?» Ou bien même « Haha, je le savais, toutes tes recherches ne t'ont mené à rien !» Mais je tenais à vous dire « Objection !» et vous parler des Stitch Wraith Stingers. Je vous l'écris pour que vous compreniez ce que je dis, mais ce sont une série complète d'épilogues, donc en fin de chaque bouquin, pour un total de 11 épilogues qui forment une seule et même histoire et va réussir à donner de l'intérêt supplémentaire à ces bouquins. Enfin je l'espère, on va tous les traiter tout de suite et on pourra conclure sur cette partie ensuite. Everett Larson est un détective au département de la police. On lui demande de travailler sur une légende urbaine, le Stitch Wraith, une figure noire à capuche qui se balade dans les rues et qui aurait déjà tué plusieurs personnes, notamment dans une étrange affaire avec une fille nommée Sarah. Habillée d'un masque blanc, ses victimes ont pourri avec du sang noir se dégageant de leur corps. 2 personnes sont spectateurs du Stitch Wraith, collectant les morceaux restants d'un plush trap. Larson, quant à lui, investigue la maison de Margie. Il découvre dans la maison une armoire remplie de dessins avant de montrer le visage du Stitch Wraith que Margie reconnaît.
La localisation du Stitch Race a été trouvée sur le site d'un mystérieux incendie et c'est la deuxième fois qu'il se trouve ici. On revient ensuite un peu en arrière où le scientifique Phineas Taggart explique que les émotions sont la plus forte de toutes les énergies et peuvent agir sur des objets inanimés, expliquant le concept d'objet hanté. Il est particulièrement intéressé par l'agonie ou la souffrance la plus puissante. Il utilise deux parties d'animatronique, Simon et Fetch, puis rajoute une assiette en carton, témoin de l'agonie d'une famille tuée. L'animatronique prend vie et tue Phineas. La police embarque l'objet, qui enfile un vieux manteau avant de s'enfuir. L'entité ayant tué Phineas était le Stitch Race, possédé par deux enfants, Jake et Andrew. Jake a le contrôle sur toutes les capacités motrices, tandis qu'Andrew peut seulement écouter. Les deux ne se souviennent plus de grand chose, mais Andrew se souvient d'avoir voulu se venger de l'homme qui l'avait tué, et avait attaché son âme à lui pour le protéger des gens qui voulaient le tuer. Au Fazbear Entertainment Distribution Center, l'homme meurt et l'âme d'Andrew se retrouve transférée à Fetch, avant de se retrouver dans les mains de Phineas Taggart pour former le Stitch Race. Alors que le Stitch Race allait être jeté, il tue par inadvertance l'employé qu'il touche, sa peau devenant pâle et ses yeux saignant d'un sang noir. La colère d'Andrew pouvait tuer n'importe qui d'un simple toucher, et nombre d'objets ont été infectés par cette colère. Jake théorise la présence d'une troisième entité dans le Stitch Race, un autostoppeur causant l'infection. Il se connecte aux pensées d'Andrew pour traquer les objets infectés. De retour dans le présent, Larson enquête sur le meurtre de Phineas, sûr qu'il était le créateur du Stitch Race. En trouvant Fetch, il conclut que le Stitch Race est connecté à Fetch, lui-même connecté à la Fazbear Entertainment, où d'autres meurtres ont déjà eu lieu. Il investigue sur le sujet du mystérieux feu impliquant l'un des fondateurs, avant de mettre la main sur l'un des objets trouvés après l'incendie. Le Stitch Race jusque-là se cachait dans un entrepôt, où se trouve un gros compacteur à ordures. La créature a récolté les restes de la poupée Ella et semble récolter les parties de nombreuses animatroniques connues. Jake était conscient de la présence de Grimm, spectateur de la scène, mais l'a laissé partir puisqu'il n'avait aucune mauvaise intention. Il se souvient de son père et de son amour pour le baseball avant de reprendre conscience et arroser les fleurs qui intriguaient Andrew. Larson parvient à atteindre l'entrepôt désaffecté et y trouve le Stitch Race, sortant un Foxy détruit. Il est écrasé par le compacteur. Larson se révèle à l'animatronique, pointant un pistolet. Andrew tente de prendre le contrôle et de tuer le détective, tandis que Jake ne préfère pas tuer quelqu'un d'autre. Larson est surpris d'assister à un suicide de Stitch Race, s'élançant de lui-même dans le compacteur, devenant un cube métallique. Malgré ça, de la lumière émanait toujours du cube, comme s'il était toujours hanté. Jake se rappelle de nouveau de son père et tente de partager son souvenir à Andrew pour le contenir. Mais Andrew est attiré par une force extérieure, un slime qui prend la forme du patient de la chambre 1280. Il prend ensuite la forme d'un lapin jaune, évoluant, créant des organes fonctionnels. Il attaque le Stitch Race et Andrew est libéré, tandis que Jake devient la seule entité de l'animatronique, se faisant engloutir par le slime. Le compacteur s'arrête. Larson, ayant tout vu, quitte l'entrepôt. Il note ses découvertes. Toutes les entités compactées proviennent d'un bâtiment particulier de la Fazbear Entertainment, où le tueur en série William Afton aurait sévi et péri. Il spécule ainsi que les enfants morts possédaient le Stitch Race, voire même Afton lui-même. Le cube à présent commence à se transformer. L'exosquelette du Stitch Race est éjecté, tandis que le reste des animatroniques infectés par Andrew forment un monstre de 15 pieds de haut. L'abomination quitte l'entrepôt, et Larson s'aperçoit que le Stitch Race a tout de même survécu. Jake est toujours dans le Stitch Race, seul, avant de voir Eleanor, une autre animatronique en train de se faire aspirer par ce monstre. Seulement, celle-ci se nourrissait de la haine d'Afton pour fusionner avec lui et devenir plus puissante. Larson se jure de protéger la ville de l'amalgamation à laquelle il vient d'assister. Tentant de récupérer ses indices, il se fait attaquer par l'amalgamation d'Afton, mais il parvient à s'enfuir et remarquer qu'à présent, de la lumière et des voix émanaient de son sac de preuves. Dans son sac se trouvait le masque de Puppet, qui lui disait « Emmène-moi jusqu'à lui ». Elle voulait confronter Afton. Larson et Puppet affrontent ainsi Afton, déterminés. Le détective prouve à quel point Afton est devenu monstrueux, mais selon lui, il est l'incarnation de l'agonie. Mais Eleanor, qui a été absorbée, s'échappe à présent d'une ventilation. Mais Puppet force Afton à se mutiler lui-même, déformant tout son corps. William est désormais vaincu. Larson a été infecté par Afton, mais Jake le sauve de cette infection, avant que les renforts n'arrivent. Mais il se rend compte que finalement il n'était pas si puissant, et qu'autre chose contrôlait l'amalgame, quelque chose de pire.
Larson récupère de ses blessures, ayant observé un bon côté du Stitch Wraith, capable de tuer et de guérir. Et depuis quelques jours, il expérimente des rêves étranges où il voyait différents personnages dans différents endroits. Un des rêves par exemple était une performance des animatroniques du Freddy Fazbear Pizza, mais chaque transition montrait une piscine à balles. 9 jours ont passé depuis l'incident et Jake se cache. Il rencontre un homme et en le touchant accidentellement, il accède à ses souvenirs. Des moments heureux de lui et sa famille, mais surtout de comment ils sont morts dans un accident de voiture. Jake tente de le soulager et l'homme sourit dans son sommeil. Il va ensuite protéger une jeune femme de dealer. Larson parvient à trouver cette fameuse piscine à balles et trouve du sang séché dessus. Il prend des échantillons et part. L'un des 2 dealers est admis à l'hôpital avec la phrase « Juste dis non » imprimée sur son front. Jake a amené la fille dans un hangar près d'une voie ferrée, mais entend une chose rôder et souhaite la protéger. Larson a reçu les résultats de l'analyse. Le sang provenait d'une seule et même personne, mais chaque balle possédait du sang qui était plus ou moins vieux. Il y avait donc quelqu'un qui saignait dans cette piscine depuis plus de 30 ans. Larson est déterminé d'arracher des réponses au Stitch Wraith. Quelques temps sont passés et la chose à l'extérieur a perdu intérêt à poursuivre Jake et la fille, qui d'ailleurs s'est réveillée. Elle s'appellerait Renelle, ce qui intrigue Jake, mais sans plus. Il est étonné qu'elle ne soit pas effrayée, mais dit que les vrais monstres sont ceux qui profitent de la faiblesse des autres, et raconte son histoire. Malgré les différends qu'elle a eus avec son père, il lui manque. Elle a un pendentif en forme de cœur aussi. Larson investigue toujours sur la piscine à balles et découvre l'existence d'une animatronique aux traits féminins avec un pendentif en forme de cœur et se rend chez le docteur Talbert, lié au Remnant. Jake, lui, emmène Renelle chez son père, le docteur Talbert. Seulement, il est révélé que Renelle est en fait Eleanor, ayant créé la majorité des horreurs vues dans l'ensemble des nouvelles. Seulement, le Dr Talbert se fait tromper, tandis que Larson est tourmenté par les visions de l'animatronique et que Jake a été immobilisé par une balle dans le cœur et lui injecte du Remnant avant qu'elle ne révèle son vrai visage. Jake rêvait, mais se réveilla, devant vite stopper Eleanor, tandis que Larson continue en boucle à tuer Eleanor dans ses pensées. Jake parvient à la vaincre. Larson peut enfin profiter de sa famille, retourne à la piscine à balles et les âmes emprisonnées peuvent enfin plus ou moins reposer en paix, symbolisée par une couche dorée recouvrant les balles. Il découvre toute la vérité chez le Dr Talbert qui lui offre un pendentif en forme de cœur, du Remnant. Ce qui conclut la série par un final que je trouve réussi. Et j'ai volontairement omis des détails, enfin à l'oral, puisque pour ceux qui étaient attentifs au montage vidéo, vous avez vu que de nombreux événements tout au long des nouvelles ont clairement été référencés dans ces épilogues. Et d'où nos 3 sigles, représentés par un coche, un tilde et une croix qui montraient le degré d'importance de nos histoires. J'ai créé un tableau pour vous et ça donne ça, avec un ratio plutôt correct si on fait un joli graphique à côté, en tout cas pour la canonicité de la série Fazbear Fright uniquement. Parce que si on parle de timeline, rien ne correspond. Ça peut autant être des histoires à côté qui n'ont aucun intérêt, ou des histoires avec des mini-retcons un peu bizarres, ou même des réécritures assez étranges. Mais du coup, à quoi ça a bien pu servir? Qu'est-ce que ces bouquins sont censés nous apprendre? C'est juste un très long zoom sur le Remnant, une substance qui est apparue officieusement dans la série principale à partir de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Et c'est tout. À côté de ça, les FF nous parlent de détails très peu exploitables tels quels, et beaucoup dont on se fout clairement. Alors les détails évidemment c'est génial, mais on ne parle pas d'une série de livres qui en a besoin pour sa narration, mais d'une série de jeux vidéo où ne serait-ce que construire une trame principale à peu près cohérente est déjà un parcours du combattant en soi. Ça fait déjà 10 ans que FNAF existe, et je déteste la façon dont l'histoire est racontée. Tout est trop flou, avec des retcons de partout, ou même des bouquins qui sont annoncés comme n'étant pas canon, mais en fait si un peu quand même. Enfin on verra ça avec les TFTP. Et ça fait une 50aine de minutes qu'on est sur ces bouquins. Et à quel prix? Juste passer du bon temps dans l'univers FNAF. Si vous êtes fan absolu, il y a un certain intérêt, mais pour ceux qui ne jurent que par la chronologie, bah ça n'a aucun intérêt. Mais ce n'est qu'une partie des livres officiels qui nous sont proposés. Il nous reste du boulot et on n'est pas au bout de nos surprises. Deuxième partie de la vidéo, et je pense que ça s'entend au son, ça fait 2 mois depuis le montage de la première partie. Et ici on va s'attaquer à la deuxième catégorie de livres, les guides. Semblant anodin en apparence, bien que certains le soient, vous verrez que certaines surprises peuvent se cacher dans les entrailles de ces très jolis bouquins, à commencer par le moins intéressant.
Le Freddy Files est une sorte de guide destiné aux fans de l'univers FNAF avec une trace écrite et une présentation des secrets cachés des jeux. On va parler de la version ultime incluant FNAF 1 à FNAF AR en passant par les livres. Ce guide porte vraiment bien le nom de guide puisqu'il présente des détails pas trop cachés, un guide stratégique pour bien comprendre le jeu et que des banalités sur l'univers. Je veux pas le présenter de façon négative, c'est juste comme tous les autres guides officiels de jeux en somme. Mais la partie lore et théorie semble plus intéressante que le reste, et surtout retrace l'évolution du lore au fur et à mesure que la série avance. C'est pour cela qu'on a la théorie de Foxy a engendré la morsure de 87 dans les pages sur FNAF, même si je pense plus que c'est Mangle, tous les toys démantelés. Il parle aussi du lien entre Golden Freddy et la date 1987, et d'ailleurs pour revenir là-dessus, je pense que le plan était que Golden Freddy soit l'acteur principal de l'événement, avant que ce soit annulé, et Redcon pour que ce soit les Toys. On nous parle aussi des articles de journaux et du Missing Children Incident, sans donner plus de détails puisqu'on a déjà tout résolu, et on nous parle aussi du It's Me, avec les fameuses théories que Mike Schmidt soit connecté aux enfants, mais sans nous donner de réponse. À vrai dire, maintenant, avec le Stitch Wraith, on sait que 2 entités peuvent posséder une animatronique. Donc c'est pas déconnant le fait que le Crying Child, petit frère de Michael Afton je le rappelle, soit la 2e entité dans Golden Freddy, en plus de Cassidy. On pourrait comparer le Crying Child à Jake, mais avec un pouvoir minoritaire. Et Cassidy serait plus puissant avec le pouvoir de l'agonie, au final comme l'a été Andrew, mais ici Cassidy serait l'esprit majoritaire. Du côté de FNAF 2, on nous reparle des appels de Phone Guy encore une fois, ou des cinématiques entre chaque nuit. Du côté des secrets, on a la fameuse Retro Arcade qui retrace l'histoire des mini-jeux. Le livre parle du fait que le Freddy du mini-jeu Take Cake to the Children semble différent que celui de Save Them, donc ce qui pourrait prouver que ce serait en réalité Fredbear. Et le livre réappuie la théorie après, et je reviens à ce que j'ai dit à la partie 1, finalement il semble bien que Security Puppet et le meurtre de Charlotte se soient produits au Fredbear's Family Diner. On parle ensuite de toutes les questions populaires sur le fait que FNAF 2 soit un préquel, sur la morsure du 87, mais aussi à propos du tueur. Sur FNAF 3, on nous parle de la Safe Room, mais aussi de Shadow Freddy et Shadow Bonnie. Bien que les théories sur eux soient un point mort à mon avis, et le fait que Golden Freddy pourrait avoir été une tenue Springlocks. Mais rien de bien fou et nouveau. FNAF 4, mini-jeu, gameplay, quelques secrets, puis les théories sur la morsure de 83 contre 87, Plush Fredbear, mais aussi les fameux enfants qui ressemblent à des animatroniques. Pour Sister Location, on nous parle du fameux gosse dans l'espace de stockage de Funtime Freddy, qui prouve bien le fait qu'ils étaient programmés pour tuer. On a aussi les fameux easter eggs de FNAF 4, comme le Plush Fredbear ou les caméras secrètes. Mais ça va plus loin avec la grosse théorie de la Family Affair. Avec la carte de la partie exploration, la carte du jeu de Plush Trap et la carte des nuits, il semble confirmer que William Afton surveillait le Crying Child. Mais c'est un sujet qui mérite plus ample développement, un peu plus tard vous le verrez. Des easter eggs qui semblent mignons mais qui en fait nous embrouillent, à part s'ils étaient juste là pour lier les éléments flous de FNAF 4 à Afton, et donc comprendre que c'était une famille à faire justement. Mais on nous parle aussi du fait que Michael ne soit pas le Purple Guy que l'on voit un peu partout dans la franchise, tout en se trompant. Ouais, il y a une erreur dans cette note en fait. Bon, ok, ça ne fait que raconter la théorie, mais Michael n'est pas le Purple Guy de FNAF 3, c'est impossible. Surtout que le dernier paragraphe est incohérent avec lui-même. Il prend en compte le fait que Michael soit en même temps le protagoniste et Springtrap, mais ça ne peut pas marcher. Donc on est bien ok sur le fait que Springtrap est William Afton. Pour FFPS, on nous parle des blueprints avec le Remnant et les âmes dans Molten Freddy. Et il parle bien d'âmes, alors qu'à part Baby, ils n'ont pas eu le temps de tuer des enfants. Cela implique que des expériences à partir de Remnant ont bien eu lieu pour transférer l'énergie emprisonnée dans les animatroniques classiques jusqu'au Funtime, comme je l'avais expliqué à ce moment-là de la timeline dans les Night Minigames de FNAF 3. Il nous parle de Lefty bien sûr, mais aussi les histoires de Candy Cadet, une femme à 5 clés qui chacune mène à un enfant et peut seulement en sauver un, mais en espérant tous les sauver en fusionnant les clés, elle n'en sauve aucun. Un jeune garçon trouve 5 chatons dans une boîte à chaussures, seulement ceux-ci se font manger par un serpent, il tue le serpent et réunit les 5 restes dans la boîte. Mais aussi un homme qui adopte 5 orphelins, tués par un cambrioleur, il peut seulement acheter un cercueil et réunit les 5 corps. La réunion de corps ou même la réunion de métaux, comme les clés, est le principal thème de ces histoires, et fait évidemment penser au Remnant, et surtout à Molten Freddy, qui est une réunion de toutes les âmes d'enfants, mais comment ?
sûrement quand Afton a démantelé les animatroniques après FNAF 1, dans les années 90, ce qui rend logique la théorie. On nous parle de l'audio HRY 223 et de Henry Emily des livres, des tombes lors de la vraie fin, ou de cornichons. Oui. On nous parle ensuite des mini-jeux, avec notamment la précision que le personnage de Midnight Motorist est jaune et pas violet. Genre après pas besoin qu'il soit violet pour qu'on comprenne que ce soit William Afton, voire c'est peut-être Henry, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. J'ai considéré à l'époque que c'était quand même William Afton, et surtout peu importe qui c'est, ça reste beaucoup trop flou. On parle aussi des rare screens avant de passer sur les théories des fans. Puis on a Ultimate Custom Night. On nous parle de comment être jumpscare par Fredbear, qui ressemble étrangement à Golden Freddy, mais jusque là c'était évident que Golden Freddy soit de base le costume Springlock de Fredbear. On nous parle des intermissions et surtout la cinématique de Golden Freddy, toujours enragé, mais on en avait parlé. Pour Hellpointed, toutes les cassettes ont été résumées pour retracer un peu l'histoire principale, et aussi les théories sur la Tape Girl. Mais vu qu'on n'a pas assez d'indices encore, on ne peut pas savoir qui c'est. Le livre parle aussi du DLC Curse of Dreadbear avec rien de plus par rapport à ce que l'on savait déjà, notamment des indices sur le lien entre Vanny et la Tape Girl. J'apprends des trucs sur FNAF AR grâce à ce livre, notamment sur le fait qu'il continue l'histoire de Glitchtrap en parlant du fameux virus provenant d'anciens circuits imprimés. On nous parle aussi de Vanessa et Vanny étant les mêmes personnes, et ouais déjà. On nous parle de Remnant de façon canon et surtout le lien au bouquin avec William Afton expérimentant avec cette substance, le reprenant des 5 animatroniques classiques pour n'en faire qu'un. Tiens. On nous parle aussi des romans et surtout du fait que les livres et les jeux soient connectés, mais pas de la façon à laquelle on pense. Les livres ont introduit des concepts qui se sont retrouvés canon dans les jeux, les rendant semi-canon, bien que l'histoire contée fasse partie de son propre univers. Le prénom William vient des livres par exemple, et ça a été confirmé avec le nom Afton depuis Sister Location. On nous reparle des disques d'illusion et de leur possible lien avec FNAF 4. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire genre que le Crying Child est dans le coma? Bien que ça serait plus logique avec Sister Location, mais j'ai pas vraiment envie d'entrer dans ce débat-là tout de suite. Nouveau chapitre sur les Fazbear Frights où toutes les histoires sont plus ou moins développées. Seulement on a déjà tout traité avant, donc pas besoin de s'y attarder. Chapitre 13 avec des archives de la Fazbear Entertainment, et c'est du bonus. Recettes de cuisine, transcription des appels de Phone Guy, et en gros toutes les annexes. Puis une encyclopédie des animatroniques. Mais quoi dire de tout ça? D'un côté c'est un excellent moyen d'avoir une trace écrite officielle de l'histoire des jeux, une porte d'entrée pour les plus amateurs au secret des jeux et de la licence, que ça passe par le gameplay, les easter eggs ou les théories les plus populaires. Mais c'est bien un problème pour nous, qui sommes déjà bien avancés. Évidemment pour les ultra fans je ne peux que le conseiller, un peu comme les fans de manga qui achètent des jumps, mais au final à part présenter des théories intéressantes, le bouquin ne les valide ou ne les démentit jamais, pour la plupart. Mais au moins ça a le mérite de nous faire réfléchir et de confirmer certains détails, comme le fait que Charlotte ait bien été tuée dans un restaurant différent par exemple. On ne peut pas en dire autant de l'Official Character Encyclopedia, qui est juste une encyclopédie des personnages de la série. Tout est dans le nom, et c'est pour ceux qui veulent connaître par cœur les animatroniques et tous les détails. Mais comme pour les Fazbear Frights, ça sert à quoi dans un univers qui n'arrive même pas à construire des connexions claires pour avoir ne serait-ce qu'une base d'histoire claire. Bref, au moins on apprend 2-3 trucs, comme Tangle, qui est le nom officiel du blob, soit embrouillé, un peu comme Mangle qui voulait dire mélanger. Nouveau guide plus storytellé et qui semble être directement canon à l'univers puisqu'on parle ici d'un guide pour les nouveaux employés. On en avait déjà parlé, mais on va essayer d'être le plus exhaustif ici quant à ses secrets. Le contenu en lui-même n'est pas intéressant, mais les petits dessins et textes cachés, eux, le sont. Le bouquin appartient à un certain Mike, que l'on imagine être Michael Afton. Déjà, le Word Search, qui est censé être un jeu plus qu'enfantin, on trouve les questions « Qui es-tu ? Quel est ton nom ?» et une réponse « C'est moi, Cassidy ». Évidemment, première apparition du nom Cassidy, que l'on théorisera être l'esprit principal dans le costume Golden Freddy. Nous avons aussi un dessin bien clair de Nightmare Fredbear, et c'est à ce moment-là que FNAF 4 devient super chiant.
puisque de base il était induit que c'était un cauchemar d'enfant, que tout était un cauchemar, toute l'histoire de FNAF. Seulement les plans ont changé et on est passé à une histoire plus longue. Et depuis le logbook, la communauté doute sur le fait que le protagoniste de FNAF 4 soit vraiment le Crying Child. En fait, ça serait Michael. Je vous rassure, ça change pas grand chose à l'histoire en réalité, on parle juste de détails, mais ce qui me chiffonne c'est que tous les éléments in-game restent logiques avec le fait que ce soit le Crying Child. Les éléments d'hôpital sur le port de lit, le fait qu'il a peur de base des animatroniques et que l'événement est traumatique, tandis que Michael, bah ok, on a les disques d'illusion et les indices plus récents, mais on est sur un bon 50-50. Évidemment, je veux pas faire rager les gens qui, je pense, considèrent en majorité désormais Michael comme protagoniste de FNAF 4, mais déjà ça prouve la faiblesse du storytelling de FNAF avec des retcons trop importants. Et surtout dans la logique, ça devrait rester le Crying Child. Mais malheureusement la logique ça fait 12 avec FNAF. Enfin bref, que des secrets autour de Mike, bien que beaucoup nous fassent douter sur la réelle identité de Michael, avec des références au Crying Child, ou des trucs obscurs comme le carrousel étant son manège préféré. Mais au moins on peut conclure que Michael pourrait être le protagoniste des nuits de FNAF 4. Last but not least, le Security Breach Files. Même concept que le Freddy Files avec toutes ses versions updatées, un gros livre sur tout ce qu'il y a à savoir à propos du méga Pizzaplex et de ses moindres recoins. Je tiens juste à saluer les gros efforts qu'il y a eu jusqu'ici sur chacun des guides officiels, tous très stylisés et très agréables et divertissants à lire. Regardez, franchement le travail est monstre, bravo. Celui-ci en particulier retranscrit parfaitement la DA de Security Breach, un peu style rétro-néon. Et ouais, bah en fait c'est tout. Le livre est en fait court et c'est une super soluce bien rédigée et designée. Mais rien de plus en vrai. On sait juste qu'à la fin on combat bien Afton dans le FFPP, mais c'est tout. C'est juste reparcourir l'aventure dans un autre format. Ok, bon, je suis un peu déçu de cette fin sur les guides et j'imagine que vous aussi. Mais au moins on a eu quelques réponses. De toute façon, leur statut de guide sert justement à guider et pas vraiment nous dire tout sur le lore, même si le Survival Logbook était pertinent et que les Freddy Files nous confirmaient des théories en les citant. Mais notre petit tour n'est pas encore fini, puisqu'on repart sur des recueils de courtes nouvelles. Pour l'instant, c'est 8 livres qui reprennent la même structure que les Fazbear Frights. 3 courtes histoires et un épilogue, mais est-ce qu'ils seront plus pertinents et complets qu'une collection complète juste pour parler de Remnant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et on va la faire courte parce que sinon on y est pour la semaine. Jack et Dave, 2 urgentistes, ne parviennent pas à réanimer un jeune homme victime d'un accident. Ils voient ensuite une longue silhouette frêle agiter ce qu'on dirait un couteau près de la victime, avant qu'elle ne disparaisse et que le jeune homme se réveille. Cette silhouette, c'était Jessica, jeune fille de 14 ans qui a décidé de travailler à l'hôpital après les cours. Son but est de soigner les gens avec son pendentif en forme de cœur. Après quelques péripéties, elle comprend que son devoir est d'aider et qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse, et part sauver une fille nommée April, et les infirmières ne retrouvent que des pièces mécaniques et de l'huile sur le sol. Selena et Cade sont 2 futurs mariés. Selena trouve un jour, lors de son déménagement, une vieille malle qui appartient à son futur mari et qui prétend de la manière la plus suspecte que ce n'est rien. Elle apprend de sa belle-mère qu'il adorait se rendre au Pizzaplex à l'époque et son jeu préféré était l'Alice Game, avec une animatronique qui jouait avec les enfants. Mais Cade reste silencieux à son propos. Et après leur mariage, elle ouvre la mallette et son mari lui avoue tout. Une partie du Pizzaplex s'est effondrée à l'époque et Lali s'est échappée. Elle croit à un simple traumatisme d'enfance et passe à autre chose. Et au fur et à mesure que les jours passent, elle se sent observée. Elle a même vu Lali. Son mari lui avoue tout et elle pense qu'il aurait tué le gamin retrouvé mort à l'époque. Elle part se cacher après avoir assommé son mari qui se réveille et trouve les restes de sa femme dans la mallette. Le jeu n'est fait que pour 2, lui dit Lali. Une femme du nom de Debbie trouve une malle. Son mari Cade lui dit de la manière la plus suspecte possible que ce n'est rien.
Maya visite le Mega Pizzaplex pour son 16e anniversaire avec ses amis. Elle veut vraiment tester une attraction en VR qui malheureusement n'est pas fonctionnelle. Ils parviennent quand même à l'utiliser avant de passer à autre chose. Et dès le lendemain, de gros maux de tête lui gâchent sa journée. Et à part ça, la journée se passe pour le mieux. Mais dès son 17e anniversaire, tout commence à chavirer. Tous ses proches sont diagnostiqués d'un cancer et meurent tous petit à petit. Ses grands-parents premiers. Puis sa prof préférée s'apprête à avoir un bébé, mais elle est choquée quand elle seule voit une sorte de créature qui ressemble à une poupée de chiffon remplie de gelée. Ses parents ont le cancer et meurent, et de plus en plus d'êtres gélatineux étranges envahissent le monde. Elle est submergée alors qu'elle tente de sauver sa grande sœur, aussi atteinte d'un cancer et qui meurt dans ses bras. Elle sait que tout a démarré depuis le jour où elle est allée dans cette attraction en AR, mais oublie très vite. Elle suffoque sous le poids des créatures et se demande si la mort viendra la chercher un jour. Steve est concierge dans une station-service, mais son rêve serait de faire carrière en tant que développeur. Et avec ses petits jeux indépendants sur internet, ça ne prend pas. Il se fait cependant approcher par la Fazbear Entertainment pour développer 4 jeux d'horreur. Ce qui ne l'intéresse pas, il préfère développer des jeux family friendly. Mais à part ça, il fait connaissance sur une appli de rencontre une femme du nom de Victoria, avec qui il match directement et elle lui propose de venir chez elle. Il abandonne la femme avec qui il flirtait et se rend chez Victoria, où tout est extrêmement vide. Mais il s'évanouit et se réveille dans ce qui semble être chez lui, avec sa femme Victoria qui lui rappelle ses trous de mémoire dus à un accident. Tout est très étrange, mais il se prend au jeu, même quand d'autres éléments apparaissent d'un coup, comme 2 enfants. Mais son séjour ici va être très désagréable. Après avoir accepté à contre-cœur l'offre de la Fazbear Entertainment, sa soi-disant maison menacée d'être saisie, il va être victime d'hallucinations terriblement réelles, mais que lorsqu'il ne travaille pas sur les 4 jeux d'horreur qu'on lui a demandé. Puis il va vouloir casser la sorte d'alarme incendie de laquelle émane un bruit strident. Depuis le premier jour, il est ici, et il remarque la supercherie. Une maison crasseuse, des robots à la place de sa famille, des trappes d'où sortaient les monstres, mais on ne lui laisse pas le choix. Il doit développer ses jeux, et par amour pour sa famille, il appuie sur un bouton et tout revient à la normale. Il va donc vivre avec sa femme et ses enfants heureux et développer ses jeux d'horreur. Steve ressentait un bonheur si grand qu'il ne sentait presque plus son cœur être poignardé continuellement. Aiden a 15 ans et vient d'emménager en ville. Il n'a pas beaucoup d'amis à part Jace, avec qui il part au Pizzaplex. Il lui propose d'entrer dans le Freddy's Fortress, un réseau de tubes labyrinthiques qui traverse tout le restaurant. S'amuser en faisant peur à des gamins, c'est une chose, mais ils veulent surtout voir l'animatronique Apps, qui sécurise le labyrinthe. Ils le trouvent, mais l'animatronique tente de les guider de force vers la sortie. Il commence à lui donner des coups de pied et le tuyau tombe, endommageant gravement l'animatronique. À présent, sa voicebox est buggée, ses bras dangereusement pointus. Ils se font courser jusqu'à arriver à un cul-de-sac où Jace meurt par une perte de sang trop importante et où Aiden est bloqué dans une boucle avec Apps, le poursuivant sans cesse. Billy est un jeune garçon un peu dérangé. Dès l'âge de ses 5 ans, dû à un traumatisme et en regardant une pub pour Freddy and Friends à la télévision, il se décida de devenir une animatronique qui lui permettrait de ne plus rien ressentir de négatif. Désormais, il va parler comme une animatronique, réaliser des mises à jour pour apprendre, et son âge sera désormais désigné en année de création. Et durant toute sa vie, il va faire vivre un enfer à ses parents, son père quittant le foyer et sa mère se suicidant, bien qu'elle l'ait toujours soutenu, en partie. Désormais, à ses 18 ans, soit 13e année de création, il décide de devenir pleinement ce qu'il a toujours été, et réalise jusqu'à ses 20 ans, 15e année de création, de la chirurgie pour remplacer complètement tous ses membres. Mais c'est à ses 21 ans, 16e année de création, qu'il réalise qu'il est devenu si faible, et qu'il ne peut même pas faire machine arrière. Il a gâché sa vie et se rend jusqu'à un compacteur, et attend d'être écrasé. Il souffre terriblement, mais au moins la douleur et le sang lui rappellent qu'il est humain. Alors pour une fois j'ai quelque chose à dire, déjà concernant l'or dans un premier temps, pourquoi pas un parallèle à la robotisation de Michael Afton, bien que dans son cas à lui c'était non voulu. Mais concernant l'histoire, il y a les mêmes problèmes que Blackbird mais en 1000 fois pire, puisque
puisqu'il y a eu une shitstorm à propos d'un parallèle sur la transidentité, et là on part sur un terrain extrêmement glissant, vous l'avez compris, et quand on lit cette histoire, ça saute aux yeux, et pourtant l'auteur n'a pas eu pour volonté de référencer tout ça, en tout cas c'est ce qui a été annoncé publiquement. L'auteur ou l'autrice a aussi déclaré que les idées viennent de Scott, et qu'elle ne peut rien déclarer sur ses positions à lui, bien qu'elle déclare qu'il n'a jamais voulu prendre parti sur tous les sujets sensibles des sociétés actuelles. Donc un dérapage, puisque même aujourd'hui c'est dur de ne pas voir une allégorie au changement de sexe chirurgical, mais bon. Sam est étudiant. Il se rend au Pizzaplex pour l'anniversaire de Rad, son meilleur ami, qui obtient la Moondrop Dream Sphere, avec Moon comme mascotte. Pendant 10 minutes tous les jours, il va pouvoir l'utiliser pour projeter les créations de son subconscient et les visionner tel un film. Alors que Rad s'en sert pour les cours, Sam, qui l'a récupéré pour une semaine complète, commence à s'imaginer de faux souvenirs. D'abord avec ses amis, mais aussi inconsciemment avec son père, décédé il y a quelques années. 15, 20, 30 minutes. Il commence à devenir accro et l'utilise de plus en plus, et ça se ressent au niveau de son entourage. Il décide de la rendre à son ami, mais la curiosité reprend le dessus, et il décide de l'utiliser une dernière fois. Et en plein trip, il se fait attaquer violemment par Brutus, le chien de Rad. Tandis qu'il est en train de mourir, il pouvait voir Moon lui faisant un signe, et lui était heureux de pouvoir vivre d'autres aventures. Pendant ce temps, la sphère commence à s'arrêter de tourner. Lucas est un adolescent curieux. Il a déjà réalisé de nombreuses recherches sur la Fazbear Entertainment, l'histoire des meurtres, des mascottes hantées, des jeux. Il est sûr que la Fazbear Entertainment cache la vérité et que toute cette histoire est vraie. Il se rend malgré tout au Pizzaplex avec ses amis pour jouer une attraction se basant sur les jeux, un role-playing game mais en physique. Un rôle lui est attribué, Springtrap, soit le tueur à moitié mort dans son costume, alors qu'il voulait être le gardien de nuit. Il enfile la tenue alors que 3 filles portaient des costumes de Freddy, Chica et Foxy. Il commence la pièce, mais alors qu'il bouge, il sent des douleurs sur son corps. Il en est sûr, comme William Afton, il porte un costume à Springlocks, et le piège commence doucement à se refermer. Il tente de prévenir ses amis, mais impossible, tout le monde croit qu'il joue très bien son rôle. Tandis que tout le monde part une fois l'attraction finie, lui, il souffre. Il va donc devoir participer à la partie suivante. Un employé suspect qu'il avait vu avant le repère, et Lucas commence à l'étrangler avant qu'ils ne meurent tous les deux. Il se rend compte que ce dernier acte était totalement volontaire. Kim s'immerge dans l'univers du Pizzaplex avec ses amis, Alicia, Cole et Eric. Il se balade et remarque que l'attraction Ballora's Fitness & Flex n'est pas notée sur la carte. Grady, un jeune ingénieur de 27 ans, doit rester seul au Pizzaplex pour effectuer des vérifications. Il passe par cette attraction et décide, malgré sa claustrophobie, de tester l'attraction, qui consiste à se frayer un chemin dans des tubes pour descendre et terminer. Au moins, par son expérience de claustrophobe, il pourra demander des modifications si elle ne convient pas. Mais il se retrouve bloqué dans les tuyaux et demande de l'aide à Ballora. Mais elle le tire et lui cause de sévères blessures. Tous ses membres se disloquent et Ballora n'arrange pas le truc. Ses collègues reviennent et voient une scène d'horreur, un Grady démembré en sang, mais décide de ne prévenir personne pour éviter les problèmes juridiques. Mais Grady sait qu'il va mourir et souhaite quand même le faire rapidement. Il demande de l'aide supplémentaire à Ballora et meurt dans un espace faisant partie de ses pires cauchemars. Kayden travaille au Pizzaplex malgré sa submécanophobie, soit la peur d'être partiellement ou complètement immergé dans l'eau à l'intérieur d'objets créés par l'homme. Je dis ça parce qu'il est au Freddy's Fantasy Water Park, plus précisément au Freddy's Sea Life Mechaquarium, avec des animatroniques sous-marins. Mais il remarque que celles-ci ont des comportements anormaux et notamment la présence d'objets comme des chaussures. Il décide de surmonter sa peur et plonge pour découvrir des ossements humains. Il découvre une histoire vieille de plus de 20 ans qui impliquait un garçon nommé Jason Butterfield. Et il découvre la vérité. Martin Cooper, le propriétaire, a manigancé tout ça, ayant caché le corps pendant toutes ces années. Grâce aux animatroniques, Kayden parvient à arrêter Martin et il est accueilli en héros, ayant découvert la vérité pour Jason.
Robbie Wilson a 12 ans et a comme passion de démonter tout ce qu'il ne comprend pas. Il est également extrêmement fan de Freddy Fazbear et de tout la Fazbear Entertainment depuis son enfance, et a même rejoint un fan club. Seulement, ce fan club ressemble plus à une secte et réalise des défis bizarres pour se protéger des toxines animatroniques, avec la complicité du principal. Robbie enquête et parvient à faire éclater la vérité. Le principal est arrêté, voulant créer une apocalypse animatronique. Robbie reprend une vie normale après ces événements étranges. Abe est un gardien de nuit au Mega Pizzaplex. Il parvient à s'introduire à la Fazplex Tower, un complexe d'appartements haut de gamme tout équipé pour les employés. Il devait avoir un appartement mais aucun n'est libre, à part un appart off-limits, destiné à rester vide. Mais sa visite clandestine est compliquée par la présence de Bobby Dots, des entités holographiques avancées chargées de s'occuper de l'appartement. Pour faire simple, on a 1 pour le divertissement, 2 pour les infos et 3 pour la vie en général. La vie continue mais bizarrement, avec des dysfonctionnements fréquents et l'existence d'une potentielle génération antérieure nommée Gen 1. Celles-ci sont de vrais animatroniques physiques qui ont eu et ont toujours plein de problèmes. Abe se rend compte des problèmes de sécurité du Pizzaplex Tower avec ses secrets cachés dans les niveaux supérieurs, se questionnant sur les Bobby Dots et le contrôle qu'ils ont. Une histoire anodine en apparence pour l'instant, mais on a plein d'infos sur le Pizzaplex. Le Daycare Attendant devait à l'origine jouer dans des pièces de théâtre, avec notamment un alter ego maléfique. Ses fonctions théâtrales ont été retirées, mais pas l'alter ego Moon. Donc solution, laisser les lumières allumées. Mais aussi la solution la moins chère pour les générateurs de secours était de les placer dans l'attraction. Si aucun enfant n'a été électrocuté, je rigole. On parle aussi de DJ Music Man et son Bouncer Mode, on sait juste qu'il consistait dans un premier temps à attraper des gens, mais on n'en sait pas plus. Et c'est tout ce qui est important à savoir. C'est aussi la toute première histoire à suite de la série, et on aura rapidement la partie 2. Tony Baker, 12 ans, est passionné par les mystères du monde réel, mais aussi la photographie, jouant les reporters. Il vit chez sa mère depuis la condamnation de son père, qui lui a fait promettre de ne jamais chercher le véritable coupable des histoires qu'il observe. Un jour, son professeur assigne un travail d'écriture sur une histoire mystérieuse avec des faits semblants sans rapport, et au premier abord. Ils vont donc investiguer sur GGY, un mystérieux joueur qui a tous les meilleurs scores au Pizzaplex. Ils se plongent dans l'enquête, découvrant que GGY aurait accès la nuit au Pizzaplex grâce à un badge volé, ou alors qu'il aurait hacké les animatroniques et qu'ils auraient depuis des comportements étranges et anormaux. Et surtout, plusieurs personnes ont disparu depuis qu'elles ont tenté de découvrir la vérité sur GGY. Mais Tony est en colère contre son ami Rab, de son vrai nom Greg, qui a changé plusieurs fois l'histoire pour y incorporer de la fiction et du fantastique. Il s'excuse et l'invite au Pizzaplex, voulant lui présenter quelques personnes. Tony est hésitant, mais Greg assure que « Nous allons te remonter le moral ». Une histoire très intéressante, déjà liée au canon de Security Breach, avec ce fameux GGY qui est bien sur les bornes d'arcade du Pizzaplex, et que l'on peut évidemment lier à Gregory, ou Greg. Et oui, il semble bien que le protagoniste apparaît dans cette histoire, et c'est cohérent quand on voit qu'il tente constamment de changer l'histoire pour éviter d'être découvert par son ami, et la fin laisse penser qu'il va faire du mal à Tony sans qu'on en sache plus. On parle aussi de disparition de consultants à l'école, similaire aux disparitions des thérapeutes disparus dans les rétrocédés de Security Breach. On a aussi beaucoup de théories sur la réécriture de l'histoire par celui qu'on pense être Gregory. Au début c'était l'apprenti préféré du sorcier pour donner un super vilain animatronique combattant un monstre à tentacules, soit une description enfantine du combat entre Afton et Tangle, Afton étant désigné comme le sorcier et GGY comme l'apprenti, induisant que Gregory aurait pu être sous le contrôle d'une entité animatronique après Security Breach. Monsieur Burroughs a une histoire impressionnante. Après avoir intégré l'université à 13 ans, il est à présent à 35 ans le plus jeune président du conseil d'administration de la Fazbear Entertainment. Le conseil est aussi composé d'Edwin Murray, ayant rejoint le conseil quand sa société d'ingénierie a été rachetée il y a 30 ans. Le Mega Pizzaplex ne produit pas assez de bénéfices et Burroughs, qui pèse dans le conseil, décide de réduire les effectifs et laisser une intelligence artificielle nommée The Storyteller gérer la création d'histoires.
Il sera placé dans un arbre en plein milieu de l'atrium avec un câblage qui part aux 4 coins du mall. Mais Edwin est interdit de rentrer dans l'arbre où se trouverait la machinerie. Il décide de quand même assister au transport de pièces importantes et remarque qu'une tête de tigre est emmenée dans l'arbre. Inquiet, Edwin confronte Burroughs pour savoir quel programme sera utilisé pour le storyteller. Mais c'est une simple IA qui assemble et réassemble des histoires apparemment. Au lancement de Storyteller, tous les animatroniques changent de comportement. Roxy devient cruelle, Chica est carrément obsédée par la nourriture et Monty devient violent. Bref, des dysfonctionnements étranges touchent tout le Pizzaplex, mais pas assez gros pour inquiéter Monsieur Burroughs. Mais Edwin, lui, est vraiment inquiet et parvient à s'introduire dans l'arbre et découvre qu'un tigre a été réutilisé avec un œil vert et un œil bleu. Sur la console informatique, le programme Mimic 1 est lancé et ses craintes se réalisent. Ça recommence, qu'il se dit. Monsieur Burroughs était au courant et parvient à piéger Edwin dedans. Après quelques jours, il découvre le corps d'Edwin, mais lui aussi se retrouve bloqué dans l'attraction. Et malgré le storyteller débranché, il ne peut toujours pas sortir. Il crie en espérant que quelqu'un vienne l'aider, alors que l'oxygène se fait rare. Pour rappel, Abe devait accéder grâce à une promotion à la Fastplex Tower, mais aucun appartement n'était libre. Mais il a réussi à activer un appartement qui n'était pas destiné à être habité et vit des événements étranges avec les Bobby Dots et les Gen 1. Abe cherche à savoir si les Gen 1 existent vraiment, mais tout le bloque dans sa chambre. Il ne peut pas chercher sur la database de la Fazbear Entertainment puisque l'entreprise n'enregistre pas les échecs. Et même dans les égouts où tous les animatroniques détruites se rassemblent, ils sont introuvables. Il décide de prendre un aimant Monsieur Hippo qui doit normalement court-circuiter les systèmes électroniques pour ne plus être bloqué dans sa chambre. Puis il se bat avec tous les Gen 1 et doit partir travailler le lendemain malgré une blessure à la jambe. La journée, il rencontre Sacha, une assistante sociale qui travaille avec des enfants en difficulté. Après avoir installé un cadenas à la trappe d'où arrivent les Gen 1, il invite Sacha, la présente aux Bobby Dots et passe la soirée ensemble. Abe lui explique tout ce qu'il a vécu depuis qu'il vit dans la Fastplex Tower et elle lui dit que les Gen 1 ont été maltraités et qu'ils réagissent en conséquence. Alors dans son appartement avec Sacha, Abe se fait attaquer par les Gen 1, mais Sacha en est sûr, ils sont venus le protéger en réalité. Et effectivement, il les a jamais vus vraiment saboter l'appartement et réalise que ce sont les Gen 2 les vrais ennemis, mais ils se font enfermer par ceux-ci. Ils parviennent à s'enfuir avec les Gen 1 et doivent initier une mise à jour système pour les Gen 2. Les Gen 1 parviennent à arrêter les Gen 2 en se sacrifiant. Malgré le fait qu'il vivait illégalement dans la tour, le fait qu'il ait réglé le problème des Bobby Dots lui permet à présent de vivre avec Sacha dans la tour. Il transforme le bureau en chambre pour sa mère et il répare les Gen 1 pour qu'il s'occupe d'eux. Abe est enfin heureux de vivre une belle vie. Astrid, 10 ans, est une fille de classe moyenne qui a obtenu une bourse pour une école privée prestigieuse grâce à ses compétences en mathématiques. Seulement, elle est détestée de tous, sauf de Rémi, le plus fortuné, obligé de cacher son amitié. Tous ont un buddytronique, une sorte de robot de compagnie. Astrid économise pour s'en acheter un à son anniversaire, mais un problème de fabrication la rend déformée. Mais elle aime quand même sa Nexi. Seulement, les enfants c'est cruel, et elle se fait moquer pour sa poupée si moche. Nexi prend les devants et demande à Astrid qu'elle commence à lui changer ses membres pour qu'elle devienne belle. À présent, la poupée est obsédée par son apparence, forçant Astrid à constamment la réparer, et va même jusqu'à agresser camarades et amis d'Astrid. Celle-ci a tenté de racheter une Lexi, nom original de Nexi, mais elle s'est fait décapiter par sa concurrente. Astrid est maintenant forcée à outrepasser les règles pour continuer à réparer sa poupée, mais seulement c'était un piège. Le lendemain, Rémi découvre l'horreur. Le corps d'Astrid est étiré, des parties robotiques faisant lien avec ses membres. Et tous les enfants s'enfuient. Astrid murmure « Parfait, maintenant ». Kara a 15 ans et reçoit ses amis avec un pass illimité pour une journée complète au Mega Pizzaplex. Elles vont au resort, une expérience de réalité virtuelle leur permettant de vivre des sensations fortes. L'employé Zach leur explique le déroulé et les consignes de sécurité. Après 3 attractions, l'expérience s'arrête. Mais Kara retourne seule au resort et demande à Zach de lui expliquer le fonctionnement de l'attraction. Elle apprend le fonctionnement d'Hypertime, un shot d'adrénaline supplémentaire pour ressentir plus de sensations, 0 permettant de proposer la meilleure expérience.
En descendant un toboggan, elle y voit une fille aux longs cheveux noirs. Mais en changeant d'endroit, elle semble la suivre et devient même violente. Elle tente de s'enfuir et d'appuyer sur le bouton d'urgence sur son siège, mais se sent complètement déconnectée de son corps physique. La fille lui répète « Ne me laisse pas seule » et se demande s'il doit être sauvé. En se rappelant de l'accident de sa cousine quand elle était petite, elle se décide à l'aider pour sortir de l'attraction. Et elle vit énormément d'événements étranges impliquant de l'eau et le fait de se noyer. Dans le monde réel, ses amis se sont quand même inquiétés et rencontrent Zach, qui dit qu'elle est restée seule au resort et qu'elle devrait déjà être sortie depuis 20 minutes au moins. Il se rue à l'attraction, désactive l'hypertime et voit une Kara avec les yeux vides, le teint pâle et des lèvres sèches. Edwin Murray est un jeune ingénieur de la Fazbear Entertainment à seulement 24 ans. Depuis le rachat de son entreprise de robotique, il a conçu 18 animatroniques pour les restaurants de l'AFE. Quelques années plus tard, Edwin a créé un robot pour divertir son fils. Après avoir assemblé l'exosquelette, il programme une IA qui apprend par mimétisme. Edwin présente donc à son fils Mimic, et ça marche extrêmement bien. Il apprend à une vitesse folle et son fils s'amuse vraiment. Mais il meurt tragiquement, renversé par une camionnette, et le monde d'Edwin s'écroule. Les semaines qui suivent, Edwin est au plus bas, et va même jusqu'à violenter le Mimic, qui réalise les mêmes mouvements que son fils, et endommage de nombreuses parties de son exosquelette. Quelques mois plus tard, l'usine revient à la Fazbear Entertainment, après rupture de contrat avec Edwin. Une équipe s'y rend et Dominique découvre plusieurs animatroniques, dont Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, et également un enregistrement qui révèle qu'une autre équipe a été piégée dans l'usine, et ils le sont à leur tour. En enquêtant, ils découvrent des cadavres horriblement tués dans l'usine, ceux de l'équipe précédente. L'un d'eux se fait décapiter, les deux autres se cachent. Ils découvrent un costume de bouffon abandonné, celui qu'ils avaient vu aux côtés des animatroniques classiques, et un deuxième employé se fait déchiqueter par une animatronique dans un nouveau costume. Il tente de fuir, mais une animatronique à costume de lion gris-violet l'attrape, saisit sa trachée à l'intérieur de son corps et l'arrache. Kai a 11 ans, et avec Todd et Asher, il constitue le trio intemporel, traînant tout le temps ensemble. Ils visitent le méga Pizzaplex qu'ils n'ont pas visité depuis quelques semaines, et depuis, un arbre nommé le Storyteller a été construit au milieu de l'atrium. Mais malgré sa mise en place de 3 semaines, il va être démonté à cause d'un bug. Ils vont donc se rendre à l'expérience AR, qui est une nouveauté, proposer une vision d'une décennie plus tard du méga Pizzaplex. Kai est émerveillé et visite le Pizzaplex avec Glamrock Freddy, mais il rencontre Tiger Rock, une animatronique de tigre blanc avec un œil vert et un œil bleu. Kai est étonné de voir Tiger Rock, qui est plus perspicace que les autres animatroniques et qui aime apprendre. Il lui prend le bras gauche pour lui faire visiter d'autres parties du magasin. Il se libère de son étreinte un peu trop forte, mais Tiger Rock lui saisit à nouveau le bras. Kai se libère de nouveau et s'enfuit au Gator Golf. Tiger Rock pense jouer à cache-cache et une course-poursuite se lance entre les deux. L'expérience se termine quand Tiger Rock blesse le jeune garçon au bras et remarque que la blessure est bien réelle, mais personne ne le croit. Par la suite, il est victime de nombreuses hallucinations impliquant des objets aux yeux verts et bleus, mais également, il semble confondre la réalité à la réalité virtuelle, étrangement. Mais il se réveille. En réalité, il y a eu un problème. Kai est resté bloqué pendant 5 heures dans l'expérience de réalité virtuelle. Enfin chez lui, il est effrayé par un hibou, dehors, qui s'avère être parfaitement normal. Mais en se retournant, Tiger Rock est là et lui arrache son bras. Il tombe par terre, sa vision se trouble et il perd connaissance. Kane est en terminale et se rend au Mega Pizzaplex pour le premier anniversaire de sa rencontre avec sa copine, Sienna. Il joue un jeu de combat qui permet de synchroniser une animatronique au message émis par son cerveau, et Kane est attribué à Monty. Mais celui-ci bug, et après que le jeu est court-circuité, il commence à avoir une voix dans sa tête, celle de Montgomery Gator. Comme vous le savez, Monty est violent, et Kane doit lutter contre cette voix pour pas qu'elle ne prenne le contrôle de son corps et réalise des actions qu'il n'aurait jamais fait de son plein gré. Ça commence à devenir de plus en plus violent et humiliant, jusqu'à de violentes blessures physiques. Pour terminer, Monty s'allonge et allume une scie sauteuse qui défonce le crâne de Kane. Monty utilise son cri de victoire. Rock'n'roll!
Danny est un artiste de 15 ans qui a le béguin pour une fille qui s'appelle Daisy. Souvent, il esquisse des dessins d'elle et les place dans son casier. Mais un jour, il trouve son dessin froissé. Au Mega Pizzaplex, il demande à son frère aîné des conseils et il part acheter un cadeau à 15 minutes de la fermeture. Il vole de petits robots, sans une piqûre à la jambe, et chez lui remarque que les robots ont disparu de sa poche. Il part ensuite aborder Daisy, lui demander quel tatouage elle souhaiterait faire, et révèle qu'elle veut un cœur gravé sur le côté. Il ressent une douleur, et aux toilettes voit un cœur gravé dans sa peau. Daisy est impressionnée par la rapidité et la précision du tatouage. Chez lui, il réfléchit et sait qu'il a attrapé les mauvais petits robots qui se sont infiltrés dans son corps. Maintenant plus proche de Daisy, il souhaite dessiner un dessin de sa propre conception pour un nouveau tatouage. Il esquisse un grizzly et exprime le fait qu'il aimerait ce tatouage sur son épaule gauche. Il se rend compte de son erreur trop tard et un ours est gravé sur son épaule. Il dessine ensuite un chat pour Daisy, mais se le fait graver dans son estomac et s'évanouit par perte de sang trop importante. Il se rend à un expo d'art corporel, Danny craque et commence à se faire graver les dessins de l'artiste qui parlait à Daisy immédiatement. Elle fuit et s'enferme jusqu'à ce que Danny avoue que tous les dessins venaient de lui. Elle ouvre la porte et aperçoit des vêtements déchirés, une traînée de sang et des bouts de corps humain sur le sol. En rentrant dans une pièce sombre, elle allume la lumière et crie à la vue d'un cœur humain immobile. C'est la deuxième histoire à avoir une suite. Rappelez-vous de B7 avec le gars qui croyait être une animatronique, a fait pas mal de chirurgie et finalement s'est suicidé dans un compacteur. Billy se réveille à l'hôpital et se rappelle de tout ce qui s'est passé. Il peut sentir son bras droit et sa jambe gauche. Il apprend que certaines de ses modifications corporelles ont été annulées, mais pas toutes. Il faudra du temps avant de tout guérir. Mais à présent, il lui faut une évaluation psychologique pour qu'il prenne ses propres décisions. Il est visité par des connaissances, tandis que la nuit, il se réveille et son autre moitié, B7, séparée lors de l'accident, lui demande de revenir. Il part vivre chez sa grand-mère mais est perturbé par des appels à 9h03 tous les soirs. Ces appels étaient pour B7, qui à présent veut fusionner avec sa grand-mère, mais ils meurent tous les deux, sa grand-mère se sacrifiant pour le sauver. Billy peut à présent vivre sa vie telle qu'elle et probablement en parler. Alors, la suite n'est pas mieux en fait, on est toujours sur le fameux fléau que doit combattre le protagoniste, mais on va pas s'y attarder sachant que ça n'est pas intéressant pour le lore. Travis a 12 ans et se replie sur lui-même depuis le départ de sa mère. Il décide de se donner à fond dans un projet, souhaitant fabriquer le Mechanical Turk, inspiré de Sun du Mega Pizzaplex. Il rencontre Marissa qui semble s'intéresser à lui, mais depuis il remarque qu'il est hanté par un fantôme. Au bout d'un moment, il comprend, il est mort depuis longtemps, ayant suffoqué dans le Mechanical Sunman. Mais il est apaisé quand il apprend que son père cherchait à faire face au deuil en finissant le projet. Rory a 7 ans et se rend compte que les portes de chez lui, censées être verrouillées, sont en fait ouvertes. Mais surtout, un renard aux dents pourries et acérées, avec un crochet, sort de son placard et l'effraie, en plus d'une sorte de poussin jaune délabré et un lapin bleu dérangeant. Il tente de s'enfuir mais un ours brun mutilé l'attaque. Il se réveille brusquement et s'aperçoit qu'il n'y a personne chez lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il revit la même journée et la même nuit en boucle. Il se réveille et il remarque que quelque chose ne va pas. Il a 17 ans désormais, et pendant 10 ans, il a été enfermé et drogué pour des expériences sur la peur continue chez les enfants dans un complexe souterrain. Il tente de désactiver la machinerie près de lui, mais une voix lui dit qu'ici est son seul refuge. Pensant ne pas pouvoir s'intégrer à la société, il retourne à sa routine illusoire, réactivant la machine à gaz. Bon, on devine alors que le protagoniste de FNAF 4, peu importe qui il est, n'a probablement pas été victime des disques d'illusion, mais de gaz hallucinogènes puissants. Et donc ce qui confirmerait que ce sont bien des cauchemars et non pas de vrais animatroniques modifiés comme les Twisted dans les romans. Ce qui devient un peu plus logique. Enfin peut-être. Et c'est cette histoire qui va conclure la majeure partie de nos aventures au Pizzaplex, mais pas vraiment les plus intéressantes. On va partir sur nos 8 épilogues pour qu'on puisse en tirer des conclusions et enchaîner sur la dernière partie de cette très longue vidéo, le DLC Rune.
Comme les Fazbear Frights, les Tales from the Pizzaplex sont constitués d'épilogues à chaque fin de bouquin pour lier toutes ces histoires. Alors, on n'a pas toutes les infos, la série est toujours en cours et je n'ai aucune idée de combien de livres sont prévus pour l'instant. Mais il va être déjà intéressant de savoir ce que Scott a voulu faire avec ces épilogues. Gilles, un ouvrier de 24 ans, est frustré. Frustré de travailler dans les ruines d'une vieille pizzeria. Danny, 20 ans, dans son équipe, trouve ça plutôt cool de construire le méga pizzaplex au-dessus de cette vieille pizzeria. Il reçoit des nouveaux animatroniques et Gilles est intéressé par un grand animatronique de 2 mètres. Bidouille son code et automatise son boulot, écrasant les vieux exosquelettes. À un moment, il regarde fixement les membres de l'équipe de rénovation avant de reprendre sa tâche. Ce qui les rend nerveux tout de même. Gilles lève le bras pour célébrer sa victoire, mais l'animatronique attrape ses bras et les arrache. Il hurle, Danny est horrifié et recule, puis l'animatronique lui arrache les jambes. Mais ses cris sont coupés quand sa tête est arrachée. Danny est le premier à s'enfuir en vitesse, tandis que l'animatronique déchiquette le reste de l'équipe. Il croise un camion à ciment et implore les ouvriers de sceller le restaurant. Lucia, en terminale, traîne avec Jace, avec qui elle est plus ou moins en couple, et Adrian, star de l'équipe de basket, pour qui elle éprouve des sentiments. Rejoints par quelques personnes, ils se disent que c'est une bonne idée d'aller sur le chantier de construction du méga pizzaplex. Certains sont réticents, ayant eu écho d'événements graves qui se sont produits là-bas, mais ils y vont quand même. Ils y voient le toit de l'ancien bâtiment et parviennent à y rentrer. Plus de morceaux d'exosquelettes, Lucia trouve une tête et des membres bien humains éparpillés un peu partout. Le groupe est terrifié et cherche un moyen de sortir. Ils entendent tout à coup de grands bruits métalliques et se rendent compte que ce sont des pas. Ils parviennent à ne pas attirer la chose qui marchait près d'eux et les 8 décident de se disperser pour trouver une sortie. Ils se répartissent les zones du restaurant et partent en groupe de 2. Nick décide d'investiguer sur les armoires de costumes dans les coulisses. Il se fait attraper dans une armoire avant d'être projeté en arrière. Il laisse échapper un rire dément avant de révéler son bras arraché. Hope n'a pas pu crier, puisqu'un bras métallique attrape la tête de Nick, qui se tait. Hope s'enfuit et alerte tout le reste du groupe. Elle révèle ce qui s'est passé, et il se demande s'il est possible qu'un exosquelette s'est fourré dans un costume vide. Mais soudain, un chien aux grandes oreilles apparaît. Il attrape Hope, lui arrache les bras, les jambes, et ses cris s'arrêtent lorsqu'il arrache sa tête. Le groupe se disperse pour échapper à l'animatronique. Tous traumatisés par la mort de Hope, Kelly a un regain de confiance en pensant pouvoir bidouiller une radio dans un bureau pour appeler à l'aide. Il s'y rend et s'enferme, mais remarque à travers un ventilo bizarrement toujours en marche, un passage vers l'extérieur. Il pense donc au plan d'attirer l'exosquelette ayant la capacité de court-circuiter les systèmes électriques autour de lui, pour que le ventilateur s'arrête et qu'il puisse s'enfuir. Mais en attendant, il trouve un vieux manuel qui révèle que le modèle qui les poursuit est un animatronique sous Mimic 1. Ceux-ci peuvent s'adapter à n'importe quel costume avec leurs membres rétractables et doivent être immédiatement désactivés. Wade est parti chercher l'animatronique, mais meurt en tentant de s'enfuir, subissant le même sort avec ses membres arrachés. L'animatronique s'éloigne et Joel est coupé en 2 dans une mare de sang par le ventilateur. Lucia et Kelly parviennent à faire fonctionner la radio et à communiquer avec l'extérieur. Ils voient leur demande d'aller dans une salle derrière la scène, ils s'y rendent mais un costume de singe a presque réussi à attraper Adrian. Ils reviennent au bureau et ils tentent de ramper à travers la ventilation pour s'enfuir. Seulement, ils découvrent les corps de Joel et Wade. Jace et Adrian, partis en reconnaissance, souhaitent à présent élaborer un plan pour sortir, mais le mimique se lève derrière un tas de jambes mécaniques. Ils parviennent à le semer. Adrian tente de coincer le ventilateur pour s'enfuir, mais le bruit alerte le mimique. Adrian se fait attraper par l'animatronique et tente tant bien que mal de s'en sortir. Mais Jace pleure tandis qu'il entend les cris de son ami. Lucia et Kelly entendent de nouveau la voix du mimique mais ne se font pas avoir. Jace parvient à les rejoindre, il leur apprend qu'ils sont les 3 derniers survivants. Ils élaborent un plan et préviennent le mimique pour l'attirer. Ils se font surprendre par le mimique qui a tenté de tordre la tête de Lucia.
présent cachée, elle a un plan, et Jace veut jouer l'appât, sachant qu'ils ont de toute façon peu de chances de survivre, et regrettant que Lucia ne l'aime pas. Il se faufile dans un conduit instable qui le fait glisser jusqu'au Mimic, qui attrape sa cheville et lui arrache les jambes. Lucia et Kelly ont fini leur barricade, mais entendent les cris de Jace, alors qu'elle pensait qu'il était en train de revenir jusqu'à elle. Lucia et Kelly tentent de creuser le béton, mais entendent que le Mimic essaye lui aussi de s'enfuir. Se remémorant de comment Jace rampait, il adapte son corps au conduit de ventilation. Lucia et Kelly sont obligées de trouver un autre plan. Elles enfilent des costumes pour tromper le Mimic. Ça semble fonctionner, mais le Mimic enfile le costume alors que Kelly est encore dedans. Elle est écrasée et crie de douleur. Lucia retourne dans la salle des costumes pour piéger le Mimic avec un costume à Springlocks. Elle enfile le costume et échappe à la mort de justesse. Une fois le Mimic dedans, elle le frappe avec une barre de fer de toutes ses forces pour activer les ressorts. Elle tente de sortir en se contorsionnant, mais les Springlocks s'activent et Lucia le désactive enfin. Elle parvient à se créer une sortie et est trouvée par un ouvrier de construction. Elle est enfin libre. Et il semble bien qu'on ait affaire à une fin. Je vois mal l'histoire continuer, sachant que le Mimic est désactivé, même si on sait avec le DLC Rune qu'il manque quelques étapes. Mais avant de passer à cette dernière partie, que penser des Tales from the Pizzaplex? Est-ce qu'on a réussi à faire mieux, voire pire que les Fazbear Frights? Eh bien si vous avez été attentif, on a fait mieux, bien mieux, et surtout beaucoup plus court. 8 tomes contre 11 je le rappelle, et voici un schéma qui résume l'ensemble de la canonicité des histoires. Ça peut paraître un peu fouillis, mais je vais vous faire un rappel des sigles avec quelques petites explications. Dans un premier temps, le P en majuscule représentait ce que j'appelle le Pizzaplex Canon, soit des histoires en lien avec le Pizzaplex, sans pour autant avoir un rapport direct, tangible avec le bâtiment de Security Breach. Et de toute façon, très peu de ces histoires nous donnent des détails réellement impactants, même les deux parties de Bobby Dots, donc ça forme un groupe à part entière. Le sigle du point d'interrogation représente en réalité tous ces petits groupes, donc plein de canons, qui semblent n'avoir aucun rapport avec le reste. On a Freighty, décrit comme le Fazbear Frights Canon, puisqu'on retrouve le pendentif en forme de cœur, mais aucun détail en particulier sur un lien réel avec les Fazbear Frights, les autres histoires du Tales from the Pizzaplex ou le canon principal. On a aussi le B7 Canon avec les deux parties de B7, et même si les animatroniques classiques ont été cités, nous n'avons rien de concluant. Par contre, pour les trois autres, même si elles n'ont rien à voir avec les autres canons, elles sont intéressantes de façon unique. Dittophobia est hyper intéressant pour comprendre FNAF 4, Rory vivant les nuits du jeu dans ses propres rêves. Pour GGY, j'aurais pu l'intégrer au canon du Pizzaplex, seulement c'est beaucoup trop proche du canon principal avec Gregory pour que ce soit fondu dans la masse. De toute façon, je prépare une vidéo consacrée à Gregory, on va pouvoir en parler plus en détail un peu plus tard. Enfin, on a la plus intéressante du groupe, L.Id, qui porte le nom du jeu et pour sûr, puisque c'est l'histoire de ce fameux développeur fou décrit dans le jeu VR. Sachant que ça fait un bon moment que nous savons que les jeux existent dans la diégèse, nous avons affaire à une sorte d'origin story. Enfin, les deux plus gros, le cercle représente le Closed Canon. Au début, je pensais qu'elles étaient liées aux histoires 100% canon, qu'on va traiter juste après, mais en fait pas du tout. Under Construction était la première, puis 3 histoires se sont greffées au canon, et L.Id aurait également pu s'y greffer avec l'existence des jeux et du lore dans Pressure, bien que j'ai préféré les séparer pour des raisons évidentes d'importance. Ainsi vous comprenez le sigle, ces histoires se référencent entre elles dans un canon totalement fermé. Et enfin le plus intéressant, le 100% canon. The Storyteller, The Mimic et Tiger Rock sont 3 parties d'une seule et même histoire, et Nexi est canon puisque référencée, bien qu'elle n'apporte rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ces histoires ont été rendues canon. Rendues canon par quoi? Eh bien, il est temps d'enchaîner sur la dernière partie de la vidéo, probablement celle que vous attendiez depuis le début.
Ce DLC vous propose de passer environ 2 heures de plus dans le Pizzaplex, quelque temps après le passage de Gregory, pour un résultat, ma foi, fort intéressant. Alors, il y a plein d'infos en vrac qui sont passionnantes à raconter, mais il va falloir les traiter une, par ordre d'importance, sinon on va se perdre. Déjà, première question évidente. Je vous jure, c'est une question importante. Après tout, savoir qu'ils vont revenir en tant qu'antagonistes dans ce DLC nous fait nous poser plein de questions. Déjà, ils sont tous bien plus détruits que quand on les a laissés en tant que Gregory, et se baladent librement dans le Pizzaplex. Monty déjà est toujours aussi fou, n'a plus de costume et a fini électrocuté par Cassie, la protagoniste du DLC. Chica est aussi mal en point et a fini sa journée dans les toilettes avec sa voicebox réparée, mais semblant trop mal en point pour continuer à être activée. Freddy lui n'est plus là, et elle a été remplacée par une version prototype horrible qui utilise son ventre comme d'une grande gueule. Terrifiant. Sun et Moon ne se battent plus pour savoir qui doit prendre le contrôle du corps, puisque grâce à l'aide de Cassie, ils sont devenus Eclipse, une sorte d'être équilibré et sans côté obscur tueur. On a aussi l'apparition de Glamrock Bonnie, reposant derrière le Bonnie Ball. Et enfin, Roxy, elle, est furieuse envers Gregory, mais va aider notre protagoniste, se rappelant de leur amitié et surtout de son anniversaire. Cassie la désactive, mais elle se fera aider plus tard contre un ennemi de taille. Effectivement, après les nombreuses histoires impliquant de l'AR ou de la VR, on a enfin un aperçu plus concret avec un Security Mask, qui reprend le design du masque de Vanille de Hellpointed pour offrir la capacité à Cassie d'outrepasser la réalité et carrément traverser des murs ou changer les pièces du mall et avancer. On dirait vraiment de la sorcellerie, mais ça semble logique avec ce qui a été écrit dans les livres, et ce n'est qu'un début. Et oui, le fameux Candy Cadet qui racontait les histoires de 5 choses réunies en une dans Freddy Fazbear Pizzeria Simulator est revenu et semble très mal en point. Cette fois-ci, il raconte une seule et unique histoire à propos d'une mère ayant réussi à enfermer un monstre dans leur cave. Sous aucun prétexte, il ne doit être libéré, c'est ce qu'elle répète à son enfant. Seulement ce monstre a la capacité d'imiter la berceuse de la mère pour qu'il soit enfin libéré par l'enfant. Pour l'instant, ça ne veut rien dire, mais vous allez voir. Ça paraît simple comme question, mais bienvenue dans l'univers FNAF où tout est toujours compliqué au lieu de faire simple. Au départ, je pensais que plusieurs fins pouvaient être canon. Beaucoup d'indices nous laissent penser à la fin Princess Quest, qui peut parfaitement être logique, oui, mais également la Afton Ending, vu l'état du Pizzaplex, de ses animatroniques et surtout la présence du Pizza Place. Seulement une chose me dérange, la présence d'éléments appartenant à Gregory. En effet, beaucoup de collectibles sont à ramasser, dont des pages de comics représentant chacune des fins, comme si elles étaient imaginées. Toutes, sauf la Princess Quest Ending. Et oui, même la fin que l'on appelait canon n'était en réalité qu'une blague, et je vous renvoie à la nouvelle GGY. Tout vient de l'imagination de Gregory en quelque sorte. Mais on ne peut pas nier la présence du Blob ou du Pizza Place, et je serai d'accord avec vous. Surtout qu'en plus les animatroniques sont détruites de la même façon que les conditions à remplir pour aller sous le Pizzaplex. On a même Roxy qui demande à Gregory de rendre ses yeux. Mais pourquoi Gregory ne serait tout de même pas allé sous terre? Il aurait besoin des améliorations de Freddy afin de se rendre jusqu'au Pizzaplex, probablement pour y enfermer une menace imposante, un peu comme la mère du conte de Candy Cadet. Pendant toute la durée du DLC, Cassie se fait poursuivre par un mystérieux lapin virtuel. Alors qu'on pouvait penser à Glitch Trap, Burn Trap ou autre entité liée à Afton, en réalité, elle était sympa. C'était Maxis, un programme visant à retenir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est... You saved me! You saved me! Gregory? I'm Gregory. You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. Cassie! Get out of here! Run! Le Mimic. Dupé, Cassie a fait tout ce chemin pour au final délivrer le Mimic, la fameuse entité des Tales from the Pizzaplex qui tue si violemment ses victimes.
Semblable à Ennard de Sister Location, il a trouvé de l'aide extérieure pour trouver un moyen de sortir. Mais Roxy débarque et parvient à retenir en l'espace de quelques secondes le mimique, permettant à Cassie de s'enfuir. Mais l'animatronique semble avoir eu raison de son adversaire et se met à poursuivre la petite fille. Et là, 3 fins sont dispo, mais normalement 1 sur 3 devrait être canon, bien sûr. Cassie se dirige jusqu'à une sorte de bureau, derrière des sas et active un bouton. Le mimique, dans un costume, est attrapé par un bras mécanique, un scooper. On ne voit pas ce que le bras lui fait exactement, mais il est étendu sur le sol. Probablement détruit. Mais une question se pose, et elle est légitime. Est-on sur une canonisation surprise des livres, et donc d'une grande partie des nouvelles du Tales from the Pizzaplex? C'est plus que probable. Mais avec le dernier épilogue, il est bizarre de voir le mimique réapparaître comme par magie, activé. Il manque quelque chose, une pièce au puzzle. Mais il est sûr que les Tales from the Pizzaplex sont canons, au moins en partie, vu qu'on y apprend les origines du mimique. Mais cette fin me chiffonne, puisqu'on a 2 autres fins, une fake ending où Cassie aurait échappé de façon virtuelle le mimique, ce qui me paraît très peu probable, et la elevator ending, celle que tout le monde a normalement fait en premier, une bad ending en somme. Gregory? No! Tout indique que cette fin, plutôt bien cachée, est canon, mais après ça, je vois mal la série continuer. Le grand méchant des Tales from the Pizzaplex, et donc du DLC Security Breach, déjà tué aussi simplement. Bien que le code Mimic 1 est disséminé partout dans le Pizzaplex, avoir tué l'animatronique principale est bizarre. Mais du coup, où va-t-on? Où est-ce qu'on nous emmène? Ok, on canonise le Mimic et une partie des histoires du Tales from the Pizzaplex, donc ça rajoute un cran de complexité supplémentaire à la chronologie. Surtout qu'on a eu ça. 'Cause you ain't seen nothing yet. Il y a eu un trailer pour L.T 2, mais également la sortie très récente du jeu en décembre. J'avais pas prévu de base d'en parler ici même, on va donc garder ce sujet sous le coude pour une prochaine fois, le temps que je me familiarise avec le jeu. Mais du coup, si on fait comme si on ne connaissait pas, si Afton a été tué, si Mimic a été détruit, pourquoi continuer? Il n'y a aucune raison valable sans antagoniste majeur. Mais bon. Bon, on ne va pas s'y attarder plus longtemps, je vous propose donc de conclure par un truc un peu moins casse-tête, un remake de notre timeline 2 ans après. Dans les environs des années 70, en précision, l'ouverture du Fredbear's Family Diner. Puis on se rappelle du premier Freddy Fazbear Pizza, vers fin années 70, début 80, puis une ouverture simultanée du Circus Baby Pizza World et du New Freddy Fazbear Pizza, avant que tout ferme et qu'on ait le Freddy Fazbear Pizza et les événements de nuit de Sister Location. J'avance toujours cette proposition à cause du fameux Remnant et du blueprint caché de FFPS. Pour que les Funtime soient la plus grosse source de Remnant, il faut absolument que cette substance ait été injectée un jour, et avant FNAF 2 c'est impossible, donc grâce au livre on en déduit que ça a été possible vers 1993, avant qu'il ne s'échappe dans la nature. Voilà grosso modo pour le XXe siècle, maintenant on va détailler les atouts majeurs. Déjà, les nuits de FNAF 4 pourraient se passer séparément, peut-être après FNAF 1, sachant qu'on a des similarités évidentes des schémas de gameplay, et du coup des cauchemars un peu trop réels vécus par Michael Afton. Cependant, les mini-jeux se passent en 1983. On a tous les événements déduits entre les lignes, les meurtres, les costumes qui prennent vie, tout ça. On a énormément de détails sur le Mimic qui aurait été créé dans les années 80, avant l'ouverture du premier FFP, et surtout avant qu'il reste seul dans l'usine et soit récupéré malgré les pertes de la Fazbear Entertainment. L'animatronique va être réutilisée pour le Pizza Place, seulement plusieurs décennies plus tard pour la réparation d'animatronique avant de nouveaux incidents mortels et que le resto soit abandonné et qu'il soit scellé. Après les épilogues, son code va être utilisé pour le storyteller, faisant bugger tout le méga Pizzaplex avant que Gregory délivre Vanessa et découvre le Mimic qui peut-être était scellé avec Maxis sans qu'on sache vraiment finalement si c'est lui qui l'a fait. Mais Cassie le délivre après avoir parcouru tout le Pizzaplex et avant qu'il ne se fasse détruire par le Scooper. Comparé à l'ancienne, la nouvelle timeline apporte des ajouts intéressants mais très loin d'être transcendants. Mais ce qui est sûr à présent, c'est qu'on s'est un peu plus approché de la vérité ensemble. On va devoir patienter pour des réponses plus claires
et soyez sûr que je serai au rendez-vous, que ce soit pour un futur jeu, que pour des futurs livres. Grazie mille, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que tout est plus clair désormais. Même s'il y a encore une grande part d'ombre sur de nombreux événements, j'essaie de faire au mieux pour lier les jeux, comprendre la logique qui est propre à FNAF et essayer de le trouver ce fameux sens. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et je suis toujours ouvert au débat quant aux modifs supplémentaires à faire sur ma chronologie, surtout que maintenant je suis à 95% à jour. Je sens surtout que Sister Location va faire grand débat. J'en ai déjà discuté avec un viewer ailleurs, mais je suis 100% sûr de ma position avec tous les éléments, même hors livre. Et ça vaut pour tout le reste, même si erreurs et oublis peuvent s'immiscer. On se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Pour rappel, je dois m'attaquer à un épisode dédié à Grégory, en liant les événements de la nouvelle GGY et des rétrocédés de Security Breach, que j'aimerais beaucoup développer. Ça aurait fait un peu trop ici, donc ça sera pour une prochaine fois, mais aussi de L.2, qui est très récent et qui est bourré de mystères, et je ne saurais tarder à vraiment être 100% à jour. N'oubliez surtout pas de retourner à la première vidéo qui est toujours d'actualité pour vous remémorer les grandes lignes de l'histoire et surtout de comment on a réussi à obtenir toute cette timeline au fur et à mesure, et également l'épisode 1.5 où je discute de quelques points proposés par vous, les viewers. Grazie mille, c'était Red+, arrivederci.